Très bien. Voilà, merci pour cette réponse donc, à la question 7. On va passer à la question 8. Donc, Fabrice Cotillon, c'est une question qui est parallèle à la question 7, mais qui porte sur le centre. Ma question, donc, que connote le mot centre, selon vous, politiquement parlant? Une position modérée, rationnelle, hésitante, une position qui admet les compromis, ou une position lâche. Lâche au sens de position large, hein, qui admet en fait un large champ d'opinions Oui. diverses. Moi, les mots que je retiendrai là-dedans, c'est modéré et admet les compromis. Modéré en ce sens où effectivement un centriste, un certain type de centriste, effectivement, choisit de ne pas aller jusqu'au bout de la droite et de ne pas aller jusqu'au bout de la gauche. Donc, procède effectivement en excluant les extrêmes. Bon. Et donc, il admet effectivement les compromis. Bien. Sauf que ce n'est qu'une sorte de centriste, puisque, à mon sens, il en existe une seconde. Ce sont les centristes par addition des extrêmes, dont les deux modèles sont, à mon avis, le bonapartisme puis le totalitarisme. Et là, au contraire, on n'est pas en train d'additionner des modérations, mais on est en train d'additionner des radicalités ou des extrémismes. Oui, c'est la grande thèse, on va dire, de votre travail, sur laquelle on va revenir en détail et en longueur dans la seconde partie du questionnaire. Oui. La question suivante, la question 9. Alors, on passe maintenant à des citations. José Ortega y Gasset, c'était dans la préface pour le lecteur français de La Révolte des masses, a dit la chose suivante à propos du clivage gauche-droite, citation célèbre, je la cite, « Être de gauche ou être de droite, c'est choisir une des innombrables manières qui s'offrent à l'homme d'être un imbécile. Toutes deux, en effet, sont des formes d'hémiplégie morale. » Alors ma question, c'est comment comprendre cette citation de Ortega y Gasset, selon vous? Première possibilité, on devrait être de gauche et de droite à la fois, selon l'auteur. On ne peut pas échapper au clivage gauche-droite, donc nous sommes tous des idiots, par conséquent. Le clivage gauche-droite n'a pas de sens. Cette citation est simplement l'expression d'une provocation, d'un jeu rhétorique de la part de Ortega y Gasset. Ou bien, moi, Fabrice Bottillon, je ne comprends pas ce que cette citation veut dire. Votre position? Oui, c'est vrai que c'est une citation célèbre. Ce qui me frappe, c'est que j'ai lu il y a très très longtemps La Révolte des masses. Je tenais un recueil de citations et j'avais recopié celle-là. Vous voyez comme quoi nous restons ce que nous sommes, c'est effrayant. Mais ce que j'aurais tendance à dire, vous voyez, face à ça, c'est que les 4 premières propositions que vous faites sont bonnes, enfin méritent d'être retenues. Vous voyez, parce que c'est vrai qu'il y a un trait d'esprit là-dedans, mais ce trait d'esprit, c'est à la fois que quand on décide de n'être que de gauche ou que de droite, on se prive de la part de vérité que porte l'autre partie, mais en même temps, ce qui est vrai, et c'est vrai en même temps que ce que je viens de dire, c'est qu'on ne peut pas, en effet, échapper à ce clivage. Et de ce point de vue-là, vous voyez, monsieur, cette citation d'Ortega y Gasset, j'ai l'impression qu'elle a été exprimée dans une forme différente, sous une forme différente, par Hannah Arendt, je ne sais plus où, mais je me souviens d'un passage d'Hannah Arendt où elle renvoie dos à dos pratiquement le conservatisme et le progressisme. Bon, et j'ai l'impression que c'est un peu la même idée. D'accord. Cette réponse que vous donnez ici à la citation va en fait faire écho à l'une de vos thèses principales de l'ouvrage que nous allons étudier dans la deuxième partie du questionnement. Donc c'est parfait pour dire qu'il est toujours impossible de sortir du clivage, mais en même temps appartenir à un seul des pôles va produire une sorte de complétude, on va dire. Et oui, ça, vous allez défendre cette position dans votre propre travail. On va y revenir très vite. La question 10, autre citation, bien différente, celle de Gilles Deleuze. Deleuze a dit « Être de gauche dans l'abécédaire. Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse.
Qu'en pensez-vous? Eh bien, je crois même que Gilles Deleuze s'est appuyé sur la manière dont on écrit l'adresse d'une lettre pour développer son idée sur la droite. C'est-à-dire que quand on écrit l'adresse d'une lettre, on marque d'abord le nom du destinataire, puis la rue, puis la ville, puis le pays. Et je dois dire que c'est un condensé finalement de cette alternative que je trouve assez juste. Vous voyez, moi je l'exprime autrement, mais en fait c'est quand même bel et bien la même idée. Il me semble qu'au cœur des valeurs de la gauche, il y a l'universel, le souci de l'universel. Ce que Deleuze traduit par être de gauche, c'est d'abord penser le monde, voyez-vous, alors qu'à droite, il y a d'abord le souci du local, et effectivement, le local réduit à sa plus simple expression, c'est notre corps, et donc de ce point de vue-là, soit, si on veut. Oui. Très bien, donc cette citation fait également écho Oui. à l'une des affirmations principales de votre propre travail que nous verrons bientôt dans la seconde partie du questionnaire. Question numéro 11. Quels scientifiques, ou chercheurs ou spécialistes en général sont, selon vous, les plus compétents pour traiter du clivage gauche-droite? Donc la réponse peut être ordonnée par exemple, hein, hiérarchie. Oui, oui. Les philosophes, les politologues, les historiens, les psychologues, les sociologues. J'aurais tendance, par revanchisme corporatiste, à éliminer d'emblée les psychologues et les sociologues. D'accord? Restent donc en ligne de course les philosophes et les politologues, et puis les historiens. Ce que je pense, je ne sais pas très bien quoi faire des politologues, voyez-vous. Ce que je pense, c'est que, en tout cas, quand les philosophes et les historiens s'en mêlent, ils ont absolument besoin les uns des autres, et que si on se borne à faire une philosophie de la gauche et de la droite, on va très vite passer à côté du réel, avoir une philosophie qui est en fait vide, alors que si on ne fait que de l'histoire sans recourir à la philosophie pour penser ces concepts, eh bien on va très vite aboutir à une histoire basse de plafond. Donc j'aurais tendance à penser que effectivement les philosophes ont besoin des historiens et les historiens ont besoin des philosophes. Et je pense de manière plus sérieuse que je ne l'ai dite en commençant à répondre à cette question, qu'il y a aussi beaucoup à trouver chez les psychologues et les sociologues. Je pense à des travaux comme ceux de Erickson, par exemple, dans lesquels c'est un psychologue des années 60, dans lesquels il a réfléchi sur le lien entre adolescence et phénomène totalitaire. L'adolescence comme moment où on veut tuer le père. Bon, alors on tue le père, sauf que la place du père étant vide, eh bien, le dictateur totalitaire est un père de substitution tout trouvé. Bon, c'est une analyse qui est psychologique et qui est d'un très grand intérêt pour penser, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est-à-dire le phénomène totalitaire et donc aussi la gauche et la droite. Et quant aux sociologues, il serait stupide, effectivement, de ne pas se servir de ce qu'ils sont capables de trouver. Oui, l'approche psychologique était aussi d'ailleurs proposée par un chercheur qui s'appelait John Eysenck dans les années 60 et qui a montré la corrélation entre comment dire, les tempéraments psychologiques et les préférences politiques, montrant que par exemple le totalitarisme se rapproche d'une attitude par exemple dure, comme il l'appelle, ou qui est contre les compromis, ou une attitude en fait totale, au sens Alors, où c'est le compromis qui justifierait. d'accord. Alors moi, je ne connais pas cet auteur, hein, mais je sais qu'on a beaucoup essayé des interprétations psychologiques du nazisme en particulier, et cela par la raison qu'au moment du procès de Nuremberg, il y avait dans la prison des psychologues embauchés par les Américains qui ont pu approcher les principaux meneurs nazis, et ça a donné lieu à toutes sortes de travaux sur la psychologie du fascisme, mais je trouve que quand on les lit plus d'un demi-siècle après, on est quand même obligé d'aboutir à la conclusion que ça a très mal vieilli. Donc, il y en a qui sont efficaces et extrêmement utiles, et il y en a d'autres qui me paraissent extrêmement fragiles et contestables. Je tiens quand même à le dire. Et pour compléter, il y avait aussi le travail de Erich Fromm,
sur la psychologie de masse du fascisme. Puis Adorno Horkheimer, je crois, qui avait écrit aussi un ouvrage sur les origines psychologiques, on va dire les fondations psychologiques du fascisme. Donc ça regroupe, ça résume bien. La psychologie de masse du fascisme, c'est de, je ne crois pas que ce soit Erich Fromm, et c'est de Reich, Wilhelm Reich. C'est Wilhelm Reich. Oui, Wilhelm Reich, exact. Fromm a écrit La peur de la liberté. Vous avez, de ce point de vue-là, vous avez raison. Voilà. Mais je trouve précisément que ce sont des ouvrages qui n'ont pas très bien vieilli, et en particulier la psychologie de masse du fascisme de Reich. Vous voyez. Et par contre, sur le lien que vous faites entre philosophie et histoire, comme un travail complémentaire, là, ça résume parfaitement, ça concorde parfaitement avec le projet de recherche gauche-droite que nous sommes en train de mener ici à travers cet entretien et qui a pour objectif de mettre en perspective par la philosophie l'évolution historique des idées. Donc, c'est exactement en ligne avec ce que nous cherchons à faire ici. Question suivante, question numéro 12. Quelle est la valeur principale visée selon vous par le clivage gauche-droite ? Le bien, la vérité, le juste, le pouvoir ou le civisme? Alors, ça n'est pas une question très facile pour moi, parce qu'il me semble que la liste que vous proposez, justement, elle est elle-même en fait skisée par ce clivage. C'est-à-dire que, par exemple, le souci du juste ou de la justice, si je puis l'exprimer comme cela, me paraît être par excellence un souci de la gauche, puisque justement la justice est une valeur universelle. De même aussi la vérité. Souvenez-vous par exemple de ce grand moment de choc entre la gauche et la droite qu'a été dans notre histoire l'affaire Dreyfus. Bon. Eh bien, la gauche, dans l'affaire Dreyfus, et même plus largement que la gauche, les Dreyfusards, parce que tout Dreyfusard n'est pas de gauche, en tout cas, ils vont se réclamer de valeurs telles que la justice et la vérité. Alors que il me semble que la droite, elle aura davantage le souci de ce qui est réellement, de ce qui est in being, voyez-vous, plus que de ce qui doit être. Et d'où la réponse, vous voyez, au moment de l'affaire Dreyfus, certes la justice, mais si ça doit aboutir à affaiblir l'armée alors que l'Allemagne est à nos portes, eh bien, tant pis pour la justice. Puisque je parle à des philosophes, il me semble qu'une des phrases les plus à droite que j'ai jamais lues de ma vie, elle est d'Albert Camus, au moment où il reçoit le prix Nobel à Stockholm. Il est interrogé par la presse suédoise sur le commencement de la guerre d'Algérie. Il explique qu'à Alger, en ce moment, au nom de la justice, eh bien, il y a des gens qui posent des bombes dans les autobus. C'est des autobus que peut prendre sa mère. Et Camus, de synthétiser son point de vue, c'est très célèbre, en disant « je préfère ma mère à la justice ». Ça me paraît le type même de la phrase de droite, voyez-vous. Et donc, dans ce cas-là, le bien, dans ce sens, vous voyez, il faudrait le ranger du côté de la droite, de même aussi le souci du pouvoir, c'est-à-dire le souci que dans une société, le gouvernement puisse s'exercer et que ses fonctions gouvernementales soient respectées pour ce qu'elles sont, pour nécessaires, et qu'on ne puisse pas systématiquement les contester au nom de valeurs universelles. Il me semble que ça aussi, c'est de droite. Quant au civisme, je ne sais pas très bien quoi vous répondre là-dessus. La cité peut être un souci de droite. Voyez. Le civisme, je n'ai pas de réelle opinion là-dessus. Oui, concernant la citation de Camus que vous avez donnée, c'est justement ce qui a donné l'occasion à Sartre d'attaquer en masse, enfin d'attaquer Camus sur cette position. Oui. Et la notion de vérité, vous avez raison d'insister sur le caractère de gauche. Et en même temps, je vous ferai juste une petite précision. La notion de vérité est très fourre-tout, on va dire, et c'est intéressant de voir qu'à parfois, ce sont les gens de gauche qui utilisent la vérité comme un cheval de bataille, et en même temps, les gens de droite ils disent que les gens de gauche ont toujours le tort de confondre ce qu'ils veulent avec la réalité, avec ce qui est. Donc, on peut dire que la notion de vérité peut être manipulée ou utilisée dans un sens différent par les gens de gauche ou par les gens de droite, avec une interprétation différente de la notion de vérité. Le cas de Dreyfus est différent, par exemple, de ce que John Mearsheimer
fait aujourd'hui pour justifier, par exemple, la réaction des Russes face aux Ukrainiens. Je prends un exemple très différent, Oui, mais la notion de vérité est très aussi glissante, on va dire. oui, oui. En tout cas, la référence que vous faites à Sartre me rappelle de sa part une des phrases qui me sont le plus antipathiques, au contraire. Vous savez, quand on lui demandait pourquoi il ne dénonçait pas les camps de concentration en Union soviétique, et il répondait qu'il ne fallait pas désespérer Billancourt. Hein, l'idée étant derrière celle que, à Billancourt, vous avez le prolétariat français dont le seul espoir est l'Union soviétique. Alors, si on va leur dire que l'Union soviétique est aussi atroce qu'avaient pu l'être d'autres totalitarismes bien connus et qu'ils dénonçaient, eh bien, on allait désespérer la classe ouvrière. Vous avez là donc un exemple qui va complètement dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on voit là en la personne de Sartre un homme de gauche qui choisit de sacrifier ce qu'il sait être la vérité à autre chose. Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire que le cas de Dreyfus montre le lien entre gauche et vérité, et le cas de Sartre, le contraire, on va dire. Oui, 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 oui. Ouais. C'est pourquoi, je vous le répète, hein, cette liste de valeurs, effectivement, elle a l'avantage de permettre de penser. Après, il est très compliqué, soit de dire quelle est celle que vise principalement le clivage gauche-droite, soit de les ranger définitivement d'un côté ou d'un autre de ce clivage. D'où le rôle crucial de l'historien, justement, pour remettre en perspective, on va dire, Oui, 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 oui. les attitudes politiques. Oui, Ouais. oui, ouais. Nous pouvons servir à quelque chose à cet égard, en effet. Oui, vraiment. Question suivante, question numéro 13. Vous considérez-vous, Fabrice Boutillon, oui ou non, comme de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, de centre-gauche, de centre-droit, ou cela ne regarde que moi, Fabrice Boutillon? J'ai envie de ne pas vous répondre, effectivement. J'ai envie de ne pas vous répondre à la fois par lâcheté et commodité, vous voyez, et aussi au nom d'une certaine perplexité, Oui, oui, voilà. Je comprends très bien. Question numéro 14. Alors, la relation entre gauche et extrême gauche, ou bien la relation entre droite et extrême droite, est, selon vous, une relation de genre à espèce, de simple à double, de chat à chien, ou une relation indéterminée? Je dirais, si je comprends bien, de genre à espèce. Vous voyez, de genre à espèce. Si je comprends bien ce vocabulaire philosophique, le genre, c'est plus large que l'espèce. C'est ça? Oui, c'est qu'en fait, il y a une relation de genre à espèce entre le chien et le caniche, par exemple. Oui, oui, ben, c'est ça. Oui, 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 absolument. Pour moi, l'extrême gauche est une partie de la gauche, oui. Oui, oui. Et de même, l'extrême droite est une partie de la droite. Oui, oui, ça ne me pose pas de problème. Très bien. Question finale, donc la dernière question de la première partie. Quelle est, selon vous, la meilleure représentation de l'espace politique? La ligne continue, qui est donc en fait la représentation unidimensionnelle qu'on a l'habitude de voir pour distinguer la gauche et la droite. Le fer à cheval, qui a été proposé par Jean-Pierre Faye. Le jeu d'échecs. Aucune représentation en particulier n'est meilleure qu'une autre. Ou alors, cela dépend du contexte historique, pour savoir laquelle serait la meilleure. Deux réponses. Évidemment, la dernière, vous voyez, cela dépend du contexte historique. Mais je dois dire que la représentation en fer à cheval de Faye me paraît très suggestive. Enfin, le livre de Faye est un de ceux qui m'ont le plus influencé dans mes propres recherches. Je continue de le considérer comme un maître-livre en matière d'histoire de la République de Weimar, de l'Allemagne pré-nazie et nazie. Et c'est vrai que cette représentation, à mes yeux, elle a l'avantage d'une part de permettre de séparer la gauche de la droite, et en même temps, elle n'est pas insensible au fait que quand on va au bout de la gauche et au bout de la droite, mais il y a une sorte de rapprochement qui peut finir par se créer, et c'est précisément ce rapprochement que moi je finis par appeler le centrisme par addition des extrêmes. Donc j'aime beaucoup cette représentation de Faye, en effet. Pour reprendre la référence à un ancien entretien que j'ai eu avec Philippe Fabry, oui. Philippe Fabry et moi, justement, nous sommes interrogés sur la possibilité de combiner les deux modèles, donc le modèle unidimensionnel
qui opposent radicalement l'extrême gauche et l'extrême droite et donc empêchent de penser leur rapprochement possible, et le fer à cheval qui explique le rapprochement entre les deux, mais sans tenir compte du caractère unidimensionnel. Donc, on s'est aussi interrogé sur la possibilité de combiner les deux modèles, et c'est sûrement possible. Mais bon, ça reste un. Monsieur, moi, dans ce cas-là, je peux vous proposer une référence en la matière que je trouve absolument fascinante, mais à laquelle je n'avais jamais pensé sur ce plan-là. C'est l'extraordinaire petit traité du cardinal Nicolas de Cuse. Vous savez, ce penseur du tout début de la Renaissance, et qui est un penseur mathématique de la théologie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, alors je vous le dis, moi je l'ai lu avec mes petits moyens, donc je suis très peu sûr d'avoir tout compris. Mais au début, il y a des chapitres qui sont de pure géographie et où il explique que quand on essaye de penser, par exemple, le rond, voyez-vous, ou même le demi-cercle et la ligne. Eh bien, si vous prenez un demi-cercle et que vous diminuez peu à peu l'ampleur du demi-cercle, vous allez finir par faire de votre demi-cercle une droite. Ce sera toujours un demi-cercle et pourtant ce sera une droite. Il fait la même démonstration avec le rond et c'est l'une des pages les plus géniales et suggestives que j'ai lues de ma vie, voyez-vous. Donc je vous donne cette référence comme ça. Charge à vous, qui êtes le philosophe, d'en faire quelque chose. Oui, merci beaucoup. Donc, j'indiquerai cette référence dans la vidéo de votre entretien. Ce sera une occasion pour le spectateur de voir cette référence de Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, qui évidemment était un des précurseurs avec Galilée de l'héliocentrisme, mais qui avait surtout rejeté la notion de centre de l'univers. Il avait décentré l'univers et ça avait évidemment provoqué sa condamnation par l'Église à l'époque. Et c'était quelqu'un qui s'est beaucoup interrogé sur la notion de contradiction, selon laquelle le monde est plein de contradictions complémentaires. Donc ça va renvoyer à la philosophie de Hegel plus tard, et ça fait une véritable réflexion sur la possibilité des extrêmes de se rejoindre. Donc ça rejoint exactement aussi votre approche de la question. Nous sommes en plein dedans, en effet. Ouais. Donc c'est à creuser ça. Merci beaucoup pour ce rappel de Nicolas de Cuse. Voilà, donc c'était la première partie qui était donc consacrée à la question aux auteurs, des questions génériques. Et maintenant, donc, on va s'intéresser de plus près à votre propre réflexion de Fabrice Boutillon sur la distinction entre gauche et droite. Et je vais ici m'inspirer de votre livre Bonaparte comme précurseur, qui a été donc cité au début de l'entretien. Donc un livre tout récent, Bonaparte comme précurseur, rapport sur la banalité du mal. Et je vais ici m'inspirer du chapitre 1 de votre livre qui s'appelle donc Un mauvais livre, mais on va essayer de montrer justement le contraire, tout le contraire, maintenant dans les questions qui suivent. Alors, je vais donc citer un ensemble de passages de votre premier chapitre, Fabrice Boutillon, et je vous proposerai après une petite question pour essayer de réfléchir un petit peu sur votre propre réflexion au sujet du clivage gauche-droite. La question 1, donc, vous faites référence dans votre chapitre 1 à Seymour Martin Lipset, donc sociologue américain, qui contestait lui-même la nature de droite du fascisme. Oui. Selon Lipset, je vous cite, début de citation, par temps calme, les couches populaires votent pour une gauche modérée, les couches supérieures pour une droite raisonnée, et les classes moyennes pour des partis centristes. Mais, je vous cite à nouveau, ces diverses options se radicalisent par gros temps, moyennant quoi, faute d'orthographe ici, moyennant quoi les menus se mettent à voter pour l'extrême gauche, les dodus pour la réaction, et les classes intermédiaires pour des partis de type fasciste. Et il en inférait, Martin Lipset, que le fascisme n'était donc nullement une extrême droite, mais un radicalisme du centre. Alors ma question est la suivante. Comment expliquer selon vous ce rattachement ou cette explication sociologique du fascisme et ce rattachement du fascisme au centrisme que vous qualifiez par gros temps? Comment expliquer ce rapprochement, Fabrice Boutillon? Eh bien, ça tient aux matériaux intellectuels dont disposait Seymour Martin Lipset. Une des vertus de son livre, qui est un livre ancien, qui date du début des années 60, c'est d'avoir observé la sociologie électorale de l'Allemagne pré-nazie et nazie. Et une observation parfaitement juste qu'a fait Seymour Martin Lipset, c'est que le parti nazi, il a pu
pu commencer son ascension électorale en siphonnant les votes des partis centristes de la République de Weimar. Or, pas seulement, il a également attiré des votes de la droite et un certain nombre de votes qui venaient de la gauche. Mais au centre de l'échiquier politique de la République de Weimar, vous aviez tout un nuancier de partis centristes du type parti démocrate, du type parti populaire, comme on dit en français, de Stresemann. Donc des partis qui étaient clairement centristes par exclusion des extrêmes et pour lesquels donc votaient des classes sociales allemandes qui n'étaient pas le prolétariat et qui n'étaient pas non plus la bourgeoisie, la haute bourgeoisie du moins, ou la noblesse. C'était un électorat de classe moyenne. Or, ce que Lipset a constaté, c'est que ces partis, en quelques années, devant la violence de la crise économique d'après 1929 et donc, dans la violence de la crise politique que celle-ci suscite, ces partis vont devenir absolument exsangues. Telle formation qui pouvait avoir 30 ou 40 députés va se retrouver avec 2 députés au bout du processus. Où sont passés les électeurs de ces partis? Eh bien, ils se sont mis à voter pour le nazisme. Et voilà pourquoi, effectivement, il me semble qu'une des leçons qu'on peut tirer de Lipset, c'est que le nazisme, en tout cas le fascisme, si on veut employer cette dénomination-là, n'est pas tellement une extrême droite qu'effectivement une forme extrémiste d'un vote qui est quand même un vote centriste. Il y a quand même un élément tout à fait important qui milite en ce sens, c'est d'ailleurs le nom du parti hitlérien. Le parti hitlérien s'appelle un national-socialisme, et dans national-socialisme, on aura beau dire, mais on a quand même une valeur universelle qui vient de la gauche et qui est le socialisme, et une valeur locale qui appartient à l'héritage de la droite et qui est le nationalisme. Donc je trouve cette façon de penser cette évolution extrêmement juste. Et je dois vous dire que là aussi, il s'agit de livres que j'ai lus dans les années 1980, voyez-vous, et qui, dans mon itinéraire intellectuel, ont vraiment marqué une étape déterminante. Oui, c'est un phénomène qu'on peut d'ailleurs aussi retrouver au Brésil, je parle localement, on va dire, avec le phénomène de Bolsonaro qui est arrivé au pouvoir après, on peut dire, la catastrophe générale en fait, des partis centristes, qui étaient toujours en fait les partis dominants et qui se sont retrouvés avec un total de 5% aux dernières élections. Et c'est aussi ce qu'on peut retrouver, toute proportion gardée, avec ce qu'on a vu en France récemment, avec les résultats de LR et du PS, qui sont aussi des résultats catastrophiques, mais qui n'ont pas abouti au même résultat qu'au Brésil, et on y reviendra dans les questions que je vais vous poser dans peu de temps d'ailleurs. Oui. Voilà. La question 2, je vous cite à nouveau bientôt, contre l'historiographie dominante, donc celle qui était héritée de la théorie des 3 droites de René Raymond, on connaît bien, la distinction entre orléanisme, bonapartisme et légitimisme. Même si vous utilisez un autre terme que légitimisme, vous utilisez le terme ultracisme dans votre travail. C'est la même chose. Et qui présente donc, René Raymond, le bonapartisme comme une doctrine de droite, dans l'historiographie dominante. Contre cette position, vous faites valoir tout d'abord la position de Zef Sternhell, selon laquelle Bonaparte et le général Boulanger relèvent tous deux d'une sorte de pré-fascisme. Donc l'ouvrage de Sternhell sur lequel on va revenir. Vous ajoutez également que, et là je vous cite, le classement à droite du bonapartisme est en réalité un jugement de valeur d'ordre politique qui vise à passer pour un jugement de fait d'ordre historique, fin de citation. Et vous estimez donc, vous, Fabrice Boutillon, que la pratique plébiscitaire tient plus de la gauche que de la droite, tout en précisant, je vous cite à nouveau, qu'il peut y avoir quelque chose entre la gauche et la droite. Bon. Donc ma question, pensez-vous qu'une politique est du centre dès lors qu'elle tient de la gauche dans sa dimension plébiscitaire et de la droite dans sa dimension dictatoriale à la fois?
Je vous dirais oui, si je veux rester constant dans les repères conceptuels que je me suis donné. Il me semble que, effectivement, si on part du principe que c'est à partir de la Révolution française que s'organise cette distinction entre la gauche et la droite, et que donc ce sont de valeurs universelles que la gauche se réclame et locale la droite, et bien dans ce cas-là, quand vous avez une formation qui est plébiscitaire, qui se réclame de la démocratie, un homme, une voix, de la démocratie radicale, elle a une véritable dimension de gauche, alors que lorsqu'elle se réclame d'un chef, eh bien, d'une part, il y a une référence monarchique qui, dans les catégories de l'époque, renvoie à la monarchie absolue de l'Ancien Régime, mais surtout, à partir du moment où vous réclamez d'un chef, eh bien, vous vous réclamez d'une personnalisation, donc d'une localisation de la politique. Et il y a là une dimension de droite. Et effectivement, j'aurais tendance à classer comme centriste par catégorie, par addition des extrêmes, toute formation politique qui se réclame de cela. Voyez-vous, oui, en effet. Simplement, est-ce que je peux ajouter quelque chose à propos de René Rémond et de Zef Cernel, éventuellement, Monsieur Chang? Oui, ce que je veux dire, c'est que dans ce premier chapitre de mon livre, c'est vrai que je suis dur contre René Rémond. Alors, je voudrais préciser une fois de plus ce que je lui reproche et en même temps insister davantage aussi peut-être sur ce que je lui dois. C'est-à-dire que moi, je reconnais deux grands apports de René Rémond. D'une part, je pense que les trois grandes familles qu'il repère, donc, répétons-le encore une fois, orléanisme, bonapartisme, légitimisme ou ultracisme, je pense qu'elles existent véritablement. Je suis d'accord avec lui pour considérer qu'elles existent dans la longue durée de la politique française et qu'on peut même les repérer beaucoup plus tôt et en dehors même de la France. Donc ça, je suis d'accord avec lui. D'autre part, je considère qu'il a tout à fait raison de saisir l'évolution de ces familles à partir de la Révolution française. Bon, son livre commence en 1815, bon, mais 1815, c'est en gros le lendemain de la Révolution française, et qu'en effet, c'est de la Révolution française qu'il faut partir pour penser ces familles-là. En revanche, ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur le classement à droite de deux de ces familles politiques. Et en effet, je retrouve là la question que vous venez de me poser. Ma conviction, c'est que la ligne de séparation étant l'acceptation ou non de la Révolution française, quand vous acceptez quelque chose qui vient de la Révolution, on ne saurait vous classer exclusivement à droite. Or, dans les trois familles que je regarde et que présente René Rémond, vous en avez une seule qui vomit intégralement la Révolution française et son héritage, et c'est le légitimisme, c'est l'ultracisme. Mon opinion est donc que c'est la seule véritable droite et que les deux autres prétendues droites de René Rémond, eh bien, n'en sont pas. Avec l'orléanisme, on a un centrisme par exclusion des extrêmes, donc ni la monarchie ni la démocratie populaire, alors qu'avec le bonapartisme, on a un centrisme par addition des extrêmes et la monarchie dictatoriale et le plébiscite. Et je crois qu'en fait, le point qui me sépare le plus profondément de René Rémond, c'est que justement, lui n'a jamais vraiment voulu donner une définition ferme de la gauche et de la droite. Et cela peut être par, par excès d'historicisme. Vous comprenez? Parce que dès qu'on conceptualise, on tombe chez vous, on est dans la philosophie. Bon, eh bien, il me semble que s'il y a bien un point sur lequel il faut s'obliger à donner une définition ferme des termes, c'est précisément la gauche et la droite. Alors moi, j'en donne une par l'universel et par le local, et elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a au moins le mérite d'exister. Oui, c'est une question importante qui, à mon avis, traverse tous les chercheurs qui s'intéressent au clivage gauche-droite, c'est de savoir si gauche et droite doivent être définis uniquement d'un point de vue historique
ou alors si il faut trouver en fait un invariant, on va dire, à travers ces deux termes. Mais vous êtes d'accord aussi pour dire dans ce cas qu'aujourd'hui, en 2022, par exemple, si on considère que est de droite tout ce qui rejette l'héritage de la Révolution française, on peut dire qu'aujourd'hui, pratiquement aucun parti ne serait de droite en vertu de votre définition également. Peut-être Action française, je ne sais pas, mais encore, c'est un parti, un Oui, oui, micro-parti. oui, oui, oui. Non, non, mais votre objection, elle a sa force, sauf que là, elle est trop philosophique et pas assez historique, si je peux me permettre cela. Et d'autre part, Bien ce que sûr, je vous avez tiens à raison. souligner aussi, c'est que cette période qui s'ouvre avec la Révolution française, vous voyez, dans notre histoire, cette période où gauche et droite sont en état de guerre civile ouverte ou larvée, cette période-là, à mon avis, s'achève dans notre histoire le 11 novembre 1918. Ce qui fait que, à partir du 11 novembre 1918, la gauche et la droite s'étant réconciliées dans la victoire qui suit l'union sacrée, et bien justement, on peut être de droite en acceptant une certaine dimension de l'héritage révolutionnaire, parce que cet héritage-là lui-même s'est ouvert à la dimension nationale. Voilà comment je pourrais vous répondre. Alors la question suivante, question 3. Oui. La genèse contre-révolutionnaire de la droite française, qui s'exprimait en fait pour le maintien du veto royal, implique selon vous la thèse d'une droite française tripartite, que la droite, pardon, ça implique que la thèse d'une droite française tripartite serait erronée. Donc ça complète ici la réponse à la question 2. Je vous cite. Sur les trois prétendues droites que dit René Raymond, il n'y a en fait qu'une seule qui en soit vraiment, et c'est la droite ultra, qui vomit tout ensemble l'esprit, l'œuvre et l'héritage de la Révolution française, tandis que le parti d'Orléans, donc ceux qui sont appelés orléanistes dans la classification de René Raymond, n'aurait pas été de droite en raison de ses positions favorables au processus révolutionnaire de l'imitation des pouvoirs. Oui. Donc ma question, on va plus ou moins compléter votre réponse à la Ça, question 2. oui, oui, j'ai Suivante, appelé. hein. Oui, allez-y, allez-y, monsieur, allez-y. Pardon. Donc, ma question, ne négligez-vous pas ici la variation historique des contenus de signification de la gauche et de la droite par refus de l'approche structuraliste de René Raymond, qui consisterait à vider les contenus les concepts de leur contenu au profit de leur opérabilité. Je vous cite ici dans le chapitre 1 de votre ouvrage. Donc, vous allez répondre en complétant plus ou moins ce que vous avez déjà dit à Oui, l'instant. oui, oui. Effectivement, sur le fond, je maintiens que dans les trois prétendues droites de René Raymond, il n'y en a en fait qu'une seule qui en soit vraiment une, et que c'est la droite ultra. Si on résume la pensée de la droite ultra par ce mot de Joseph de Maistre, tout est miraculeusement mauvais dans la Révolution française. Vous voyez, Maître dit quelque part que c'est dans la nature des réalités humaines que d'être mélangé. Et, dit-il, la spécificité de la Révolution française, c'est qu'en elle, tout est miraculeusement mauvais. Ouais, ben voilà la droite, la vraie. Et effectivement, mesuré à ces tônes, je récuse l'appartenance de l'orléanisme comme du bonapartisme à la droite. Et je ne crois pas que je néglige ici la variation historique des contenus de signification de la gauche et de la droite, tout simplement parce que lorsqu'on regarde justement sur les 2 siècles qu'embrasse le livre de René Raymond, le sort de ces trois courants, ben, on les voit relativement fidèles à cette définition qu'ils donnent d'eux-mêmes. Donc, je ne crois pas, voyez-vous, que je doive faire amende honorable, vous voyez, par rapport à cela. Et votre thèse, en fait, de l'unité nationale obtenue avec la victoire de la Première Guerre mondiale, complète, on va dire, ou répond à ma question sur l'idée que c'est l'histoire qui permet justement d'expliquer comment dire, la transition ou la transformation de la droite en France à travers la notion de nation qui va remplacer le référent, on va dire, de la monarchie. Donc, absolument. Mais je voudrais ajouter autre chose, Monsieur Chang. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le dire à un autre moment de notre échange. Je suis tout à fait persuadé que, comme toutes les problématiques, la mienne ne permet de voir que ce qu'elle permet de voir.
Je ne sais pas si je suis clair, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec la distinction que je propose de la gauche par l'universel et de la droite par le local, il y a toutes sortes de phénomènes et de réalités historiques qui s'éclairent, que beaucoup d'aspects de l'histoire politique peuvent être éclairés grâce à ça. Mais je suis tout à fait prêt à accepter l'idée que ça n'éclaire pas tout, qu'il y a des zones d'ombre et que arrive un moment où cette problématique elle est à peu près épuisée. Je crois que, par exemple, nous le sommes déjà dit à propos de l'écologie. Bon, où est-ce qu'on l'arrange l'écologie? Sous un certain angle, ça peut relever de l'universel et de la gauche, sous un autre, ça peut relever de la droite. Donc, je maintiens en tout cas ma position sur la question que soulève la vôtre ici, mais pour autant, je n'ai pas du tout l'intention de me montrer d'un dogmatisme absolu et de partir du principe que ça permettrait de tout régler. Ça n'est pas du tout mon point de vue. Oui, bien sûr, l'éclairage en fait qu'une théorie apporte, c'est un éclairage relatif et qui est jugé lui-même à l'aune des résultats qu'on peut en obtenir. Donc là, Absolument. on reste dans la ligne de Kuhn. La science, c'est un programme de recherche, un ensemble de questions-réponses. Oui. On mesure la qualité des réponses, nous ne prétendons pas répondre à tout. Oui, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, oui, ça n'est efficace que pour ce pourquoi c'est efficace. Voilà. Oui, c'est ça, c'est parfaitement en ligne avec ce que Kuhn disait sur la science, donc aucun problème. Vous m'envoyez très honoré. La question suivante, la question 4. Alors, votre thèse centrale, du moins ce que je crois être votre thèse centrale, du moins qui est très originale et quasiment unique dans ce que je connais, est celle de l'existence de deux centres. D'une part, l'orléanisme de 1830 serait ce que vous appelez un centrisme par exclusion des extrêmes, une sorte de juste milieu, et je reprends l'expression qui était utilisée à l'époque, qui rejette la dynastie ancienne au bénéfice de sa branche cadette, donc la branche orléaniste, et qui en même temps, je vous cite, refuse la République démocratique, mais s'identifie aux institutions parlementaires. Voilà, pour résumer la position de l'orléanisme. D'autre part, le bonapartisme serait un centrisme par addition des extrêmes, donc le deuxième centre, qui, je le cite, unissant quant à lui dictature personnelle et démocratie plébiscitaire, se reproduira selon vous avec les exemples du boulangisme et du gaullisme également. Alors ma question, pourquoi avoir choisi le nom de centre par addition des extrêmes pour désigner ce qui est le plus souvent appelé populisme ou autoritarisme? Et pour compléter cette question aussi, quel est le lien de votre centre par addition des extrêmes avec l'autre concept d'extrême centre qui a été plus ou moins promu par les travaux de Alain Deneau et Pierre Cernin? Bon, alors, tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce nom de centre? Je préfère dire centrisme, moi. Centrisme par addition des extrêmes pour désigner ce qui est souvent appelé populisme ou autoritarisme. Eh bien, en fait, cher monsieur, ça tient au fait que lorsque j'ai commencé à réfléchir à ces questions, on ne parlait pas de populisme et je pense que ça a été une de mes chances parce que j'ai élaboré cette conceptualisation, si j'ose dire, en toute innocence et pour penser des objets qui étaient ceux que je rencontrais dans mon travail d'historien, c'est-à-dire le phénomène totalitaire. Donc voilà pourquoi je ne parle pas de populisme. C'est la première raison parce que justement cette conceptualisation elle est antérieure en gros à l'usage médiatique de ce terme. Et puis j'ai une autre raison qui fait que je me félicite de ne pas employer ce terme de populisme, c'est que ce terme de populisme, je crois avoir déjà eu l'occasion de le dire ici, me paraît quand même beaucoup plus proche de l'insulte ou pour le dire autrement, de l'arme dans le combat politique que d'une conceptualisation. Et il faut justement, de ce point de vue-là, être extrêmement prudent, précis et honnête intellectuellement. Pour le dire autrement, vous prenez un terme comme celui de fascisme. Bon, le fascisme est un terme qui ne veut plus rien dire à force d'être employé à tort et à travers pour discréditer les gens qu'on veut discréditer. Bon, alors libre
aux acteurs du combat politique, vous voyez, de l'utiliser comme ça. Moi, je suis historien, j'essaie de penser les réalités auxquelles je suis confronté comme historien de manière respectable, et donc je ne peux pas me permettre non plus de recourir de façon désinvolte à ce genre d'outils. D'accord? Donc voilà les deux raisons que je vous donnerai. D'autre part, quel lien dites-vous avec l'extrême centre? Et vous citez deux auteurs dont l'honnêteté m'oblige à dire que je les connais de nom, mais je ne les ai pas lus. Vous voyez, donc je vous l'avoue. Simplement, je connais un petit peu leur théorie, en particulier celle de Pierre Cernat. Bon, et je dois dire que j'aime beaucoup ce concept d'extrême centre, dans la mesure justement où il me paraît être en syntonie avec ce que nous avons dit tout à l'heure des théories de Lipset. Martin Lipset, justement, c'est bien comme un extrême centre qu'il définit le nazisme ou le fascisme plus largement. Et donc, je trouve cette notion extrêmement intéressante et je vous trouve cruel comme ça de m'obliger à avouer publiquement que la pile de livres que j'ai sur mon bureau ne cesse d'augmenter et moi de lire de moins en moins vite, cher monsieur. Ça vous va? Parfaitement, parfaitement. Sur Pierre Serna, il y a aussi d'ailleurs une vidéo qui est disponible sur YouTube, dans un entretien qu'il a donné au site Les Médias, dans lequel il s'explique pendant une demi-heure à peu près sur ce concept d'extrême centre. Donc justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'à mon avis, extrême centre permet de mettre sur un niveau d'égalité cette position avec l'extrême droite et l'extrême gauche, en disant qu'il ne faut pas préjuger ou réserver un usage péjoratif pour deux tendances et protéger, on va dire, le centre comme une sorte de position préférable par définition. Donc ça résume bien ce que vous dites sur l'usage péjoratif des notions d'extrême centre ou de populisme, justement, qui a un usage péjoratif largement utilisé et qui avait été expliqué par Taguieff qui avait insisté sur l'usage péjoratif du mot national-populisme au début pour critiquer le FN, et qui entre-temps a obtenu en fait un usage, ou du moins une étude plus sérieuse à partir des années 90. Et il y a d'ailleurs 4 participants au workshop gauche-droite qui s'intéressent sérieusement au concept de populisme. Donc il y a Yann Parenteau, Patrick Charodeau, Pierre Ostigui et Carole Achor, pour citer ces intervenants du workshop, qui vont faire publier un article dans le Philosophoire en automne et qui vont montrer l'usage sérieux du populisme par opposition à l'usage péjoratif que vous avez mentionné ici. C'est sans doute un progrès. Et je réplique à cet égard, quelqu'un qui mérite aussi d'être lu, c'est Chantal Delsol. Elle a publié un ouvrage sur le populisme que j'avais trouvé tout à fait rafraîchissant. C'est vrai, il faudrait faire aussi appel à Chantal Delsol pour réfléchir sur le débat gauche-droite. Merci de me rappeler encore son nom. Ça vaut la peine, à mon avis, dans le champ français pour essayer de comprendre un peu mieux ces clivages. Oui, merci. La question suivante, la question 5. Alors, dans le chapitre 1, vous mentionnez le nom d'Émile Olivier, quasiment complètement inconnu aujourd'hui, mais bon, qui avait été chargé par Napoléon III de former en 1869 un gouvernement inspiré du tiers parti, alors tiers, jeu de mots avec Adolphe Thiers, et qui était composé de conservateurs libéraux. C'était l'appellation donnée à l'époque. Ma question, faut-il voir de ce gouvernement l'illustration de ce que vous appelez le centrisme par rejet des extrêmes, qui consisterait à exclure du pouvoir les positions extrémistes, à savoir à l'époque le bonapartisme autoritaire et à la fois le républicanisme socialiste, en incluant les positions modérées, qui étaient à l'époque les bonapartistes libéraux qu'on pourrait considérer de centre-droit, et les orléanistes de la phase libérale de l'Empire de Napoléon III, de 1860 à 1870, que l'on pourrait considérer de centre-gauche. Est-ce que c'est plus ou moins ça ? Oui, je pense que c'est juste. C'est-à-dire que le Second Empire, c'est effectivement un des moments les plus fascinants de l'histoire politique française parce que s'y sont joués toutes sortes de possibles qui ont fini par s'actualiser de manière extrêmement différente dans les années qui ont suivi et dans des pays très différents. C'est vraiment un laboratoire politique absolument extraordinaire et conduit par un homme d'une très grande intelligence politique, donc Napoléon III. Je ne veux pas dire par là qu'il me soit forcément sympathique, mais c'était un acteur politique de très grande
de très grands talents. Et en effet, donc, son arrivée au pouvoir en 1848, elle est tout à fait symptomatique de cette vague de retour au centrisme par addition des extrêmes qui parcourt toute l'Europe, hein, sous des formes différentes, puisque en Allemagne, vous allez avoir une révolution qui est d'une part une révolution, mais qui d'autre part veut rétablir l'Empire allemand, tandis qu'en Italie, vous avez aussi une révolution qui est à la fois de gauche, républicanisante et nationale. Et nous, en France, ça prend cette forme-là, le retour au bon vieux, si j'ose dire, bonapartisme. Donc, il commence sur ce mode bonapartiste, et puis parce qu'il est intelligent, mais aussi parce qu'il a commis des erreurs et que donc ses marges de manœuvre se réduisent, eh bien, il va finir par essayer de faire une place à ce qui est la négation même du bonapartisme, c'est-à-dire à l'orléanisme. Et ça va donner cette expérience d'Émile Ollivier. Alors bon, on dit les conservateurs libéraux, on dit le tiers-parti. C'est sûr qu'avec Émile Ollivier, vous avez un gouvernement qui est centriste par exclusion des extrêmes. Et les extrêmes, à l'époque, c'est la réaction cléricale. Hein. Émile Ollivier n'est pas personnellement catholique, au moins à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'il le soit devenu ensuite. Mais d'autre part, c'est aussi le républicanisme avancé. On essaie de se tenir, vous voyez, à mi-distance de la réaction et de la révolution. C'est tout à fait caractéristique. Pour essayer comment dire, de combiner le local et l'universel, pour reprendre la métaphore que vous utilisez pour éviter des extrêmes. D'accord. La question 6. Vous justifiez, on y arrive, vous justifiez, Fabrice Bottillon, la signification du clivage gauche-droite par ou en termes d'une double opposition. D'abord, l'opposition anthropologique entre l'universel et le local, puis également l'opposition métaphysique, que vous citez dans votre chapitre 1, entre, alors, c'est un petit peu abstrait, mais bon, je vais préciser mes termes, l'opposition métaphysique entre l'être de Parménide et le devenir d'Héraclite. Alors ici, une question un petit peu plus fumeuse peut-être, mais bon, philosophique, allons-y, on verra bien. Ne risque-t-on pas de confondre en conséquence, à travers cette caractérisation du clivage gauche-droite, la logique et l'éthique des vertus d'Aristote, et de confondre ces deux aspects de la philosophie d'Aristote avec la théorie politique du juste milieu, c'est-à-dire le centre par rejet des extrêmes? C'est la première partie de la question. Je me permets de compléter. Comment concilier ces deux oppositions du local et de l'universel pour caractériser gauche et droite, avec une autre opposition très courante, celle entre le progressisme et le conservatisme? Comment essayer de combiner les deux approches de caractérisation de... Je trouve votre référence à Aristote tout à fait juste et j'allais même dire pratiquement inévitable. Hein. C'est lui qui a dit, enfin du moins on lui a fait dire en latin que in medio stat virtus. Bon, et c'est effectivement l'un des slogans du centrisme par exclusion des extrêmes. La vertu est au milieu. Bon, c'est ce que disait aussi Ortega y Gasset, hein, c'est-à-dire qu'on ne saurait être que conservateur, on ne saurait être que révolutionnaire. On a besoin finalement des deux. Donc la référence à Aristote, oui, me paraît couler de source. Quant à la référence entre progressisme et conservatisme, vous voyez, eh bien, elle me pose un vrai problème parce qu'effectivement, quand j'oppose, si tant est que je les connaisse, Parménide et Héraclite, pour moi, Parménide est le type même du penseur justement de l'universel, parce que l'être est, le non-être n'est pas, et c'est tout ce qu'on peut en dire. Alors que pour Héraclite, il n'y a que du local, tout cool, il n'y a pas d'universel. Et le problème, c'est que Héraclite, du coup, devient un penseur du mouvement, donc du progressisme, vous voyez. Et l'être qui n'est pas, ça devient une forme de conservatisme, et donc ma conceptualisation tombe à l'eau, Monsieur Chang. D'accord? Donc, je laisse ce débat aux philosophes, ça me paraît plus raisonnable. Oui. Elle inspire, on va dire, le clivage gauche-droite. Oui, pour préciser, pour Parménide, l'être est, ça veut dire qu'on ne peut jamais faire référence ou parler de ce qui n'est pas. Ça n'a pas de sens. Et au contraire, Aristote va montrer que
c'est dans le langage que tous les objets ont une part d'être et de non-être. Par exemple, Fabrice Gauthier, vous êtes français, vous n'êtes pas allemand. Voilà. Oui. Donc, pour juste résumer bien rapidement Aristote, et donc Aristote serait une conciliation de l'être et du non-être, ce qui correspondrait plus ou moins en fait à la recherche de tenter de combiner le local et l'universel, mais ça reste évidemment des spéculations très très abstraites et de type philosophique. Hein. Juste pour essayer de faire un lien entre l'approche philosophique et historique ici. Hein. Ceci dit, Monsieur Chang, alors c'est vrai que c'est abstrait et philosophique et que moi je ressens à la fois le besoin de la philosophie pour mon travail d'historien et je ressens aussi très profondément combien je n'ai pas fait assez de philosophie pour aller très loin en ce domaine. Je ressens ces deux vérités-là à la fois. Mais en vous entendant parler, je pense à un rapprochement qui m'a travaillé depuis longtemps entre les titres des deux livres principaux de Heidegger d'une part et de Sartre d'autre part. Et il me semble que mine de rien, on voit bien avec ces deux titres justement un homme de gauche et d'autre part quelqu'un dont le compagnonnage avec le nazisme ne me paraît pas avoir été un accident. Je veux dire que lorsque je regarde le titre du livre principal de Heidegger, Sein und Zeit, d'accord? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Sein, d'accord? L'être, hein, l'universel, et Zeit, ce qui coule, le local. J'ai donc, dans le titre principal de Heidegger, cette union de l'universel et du local qui me paraît précisément être au cœur du phénomène totalitaire. Peut-être serais-je grotesque si je disais que dans Sein und Zeit, on a déjà socialisme et nationalisme, voyez-vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui rapproche ce titre de la volonté frénétique qu'a eu le nazisme de réconcilier lui aussi le local et l'universel. Alors que vous regardez Sartre, qui est l'intellectuel de gauche pur sucre, son titre principal, c'est l'être et le néant. Des deux côtés, on est en fait uniquement dans l'universel où le rien, c'est Parménide. Et ce qui me frappe, c'est que ce rapprochement que je vous propose, il s'opère pratiquement à la fin de l'histoire de la philosophie occidentale, vous voyez, dans ces derniers moments, et il y a là, me semble-t-il, quand même quelque chose qui se noue aux origines même de notre histoire philosophique et politique dans la Grèce ancienne. Oui, et pour compléter peut-être aussi ces rapprochements avec les philosophies, peut-être une troisième position qui, moi, enfin, pour laquelle j'ai beaucoup plus de sympathie encore, ce serait la référence à Critique de la raison politique, qui était plus ou moins en fait un rapprochement fait entre la réflexion sur les positions de gauche et de droite, et évidemment l'ouvrage de référence de Kant, qui était la Critique de la raison pure, où il va s'interroger sur les conditions de possibilité de la connaissance, et en ce sens-là, s'interroger sur les conditions de possibilité de la pensée politique serait aussi un bon projet général pour notre projet de recherche ici. Donc ce serait un bon moyen, enfin Sein und Zeit, l'être et le néant, et puis Critique de la raison politique, serait à mon avis un bon trio pour essayer de creuser ces rapprochements entre philosophie et histoire. Donc, à suivre. Je crois que Critique de la raison politique, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'était l'un des ouvrages de Ernesto Laclau, mais je ne vais pas me tromper. Hein. Donc, qui est l'un des penseurs du populisme. Oui, mais je ne connais cet auteur que de nom. Oui, mais je vais vérifier, et si j'ai fait une erreur, je corrigerai dans la vidéo finale. La question numéro 7. Vous concevez, Fabrice Boutillon, la Révolution française de 1789 comme la cause de la séparation politique entre gauche et droite, j'insiste sur le mot cause, et le début d'une guerre civile, je vous cite, au sein de plusieurs États européens, donc qui va se propager en Italie à partir de 1796, en Allemagne à partir de 1806, en Espagne à partir de 1808, et en Russie, les décrétistes, à partir de 1825. Jusqu'à ce que 1914, là je répète ce que vous avez dit déjà il y a 10 minutes, ne consacre finalement la République comme celui qui est, selon vous, je vous cite, le cadre du débat politique en France, à partir de 1914, et non plus un objet de débat parmi l'autre débat entre gauche et droite. Bon. Ma question, le clivage gauche-droite est-il, selon vous, une pure création de la Révolution française, ou a-t-il toujours existé sans être nommé dans l'impensé politique?
C'est plus ou moins la deuxième option, hein, serait plus ou moins la position de Philippe Fabry, hein, qui a été donc Oui, un invité de cet entretien. C'était le troisième invité dans la liste. Selon qui Philippe Fabry, ou Léo Portal aussi, hein, qui sont les deux auteurs du livre de référence, selon qui les idées de gauche et de droite n'ont pas attendu d'être nommées pour exister. Alors, quelle serait votre position par rapport à cette opinion oui. de Fabry et Portal? Je suis absolument d'accord avec la position de Monsieur Fabry, et précisément parce que je suis convaincu que ces idées de gauche et de droite, eh bien, elles ont une dimension anthropologique, hein, je l'ai déjà exprimé dans notre rencontre, puisque en tout être humain, il y a du local et de l'universel. Et donc, notre dimension locale et donc de droite, c'est notre corps. Notre dimension universelle, c'est cette raison qui nous traverse, cet esprit qui nous ouvre sur justement l'universel. Et en conséquence de quoi, en effet, il me semble que tout ça s'enracine dans quelque chose de bien plus profond que la seule Révolution française. Mais dans notre... oui, j'ajoute d'ailleurs que la Révolution française elle-même ne me paraît qu'un épisode d'un phénomène beaucoup plus ample que moi j'appelle le mouvement émancipateur moderne, qui traverse, à mon avis, tous les temps modernes au moins, et qui a justement miné peu à peu le rôle de garantie ultime du politique qu'on avait confié à l'Église catholique après la chute de l'Empire romain. À partir du moment où l'Église catholique a dû, parce que je ne suis pas sûr qu'elle l'ait voulu, mais en tout cas, elle a dû jouer ce rôle de clé de voûte du politique, hein, un rôle qui n'est pas le sien à tous égards, eh bien, il y a eu un lent phénomène d'érosion de cette fonction et qui commence dès le début, finalement, du Moyen-Âge. Et ce mouvement émancipateur moderne, il devient irrésistible à partir de la première grande révolution des temps modernes, qui est la révolution luthérienne, qui justement s'attaque au cœur même du régime précédent, et le cœur même de ce régime, c'était la papauté. Luther l'attaque, première révolution des temps modernes. Elle est d'abord religieuse et allemande, elle est toujours religieuse, mais elle devient politique lorsqu'elle tranche le cou du roi d'Angleterre, elle devient de plus en plus politique lorsque elle provoque la révolution américaine, mais le moment où ce contrat social ancien sur lequel vivait l'Europe et où l'Église, le christianisme était la clé de voûte, le moment où cela s'effondre définitivement et décisivement, c'est la Révolution française, vous voyez. Et c'est pourquoi, donc, je pense que ce clivage gauche-droite, il est effectivement plus ancien qu'elle, mais que dans l'histoire de ce clivage, elle joue un rôle absolument fondamental parce que c'est à partir d'elle, justement, que cette guerre civile entre gauche et droite s'est déclenchée avec des conséquences qui ont, entre autres, ravagé le XXe siècle. Oui, votre réponse me donne une petite réflexion là, rapidement, mais justement, je me demande si notre époque actuelle ne serait pas aussi la remise en cause de ce qui légitime le pouvoir, c'est-à-dire qu'on est passé par exemple de l'époque où l'Église correspondait à la légitimité du pouvoir après la chute de l'Empire romain, on est passé ensuite au référent nation pour justifier un nouveau cadre de politique de légitimation. Et je me demande si aujourd'hui nous ne serions pas justement dans une époque où le référent nation serait remis en cause pour justifier les autorités politiques à travers le mouvement de l'Union européenne, par exemple, ou à travers la critique de la souveraineté. Je ne sais pas si ce serait une manière de penser, repenser notre époque actuelle comme le début d'une révolution mentale, on va dire, mais bon, c'est une réflexion qui est En tout lancée ici. cas, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une époque où ce qui tranchait la question de la légitimité, c'était la démocratie, et la démocratie élective, électorale, consultative, je ne sais pas comment on peut le dire. Or, ce qui me frappe, c'est qu'à partir du moment où on a le slogan élection piège à con, bon, eh bien, on va effectivement voir se développer une critique de la légitimité électorale elle-même. Et ça, effectivement, c'est important parce que il me semble que l'une des dimensions les plus importantes dans la vie politique et des concepts les plus importants de la vie politique, c'est justement le concept de légitimité. Et à partir du moment où on ne sait plus où est la légitimité, eh bien, on rentre effectivement dans des possibles extrêmement vastes et dont certains peuvent être très inquiétants. Oui.
Et ce qui explique largement en fait, l'essor du populisme depuis les années 90, qui est une réflexion générale sur la légitimité, sur ce qui légitime le pouvoir politique. Oui, 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 en tout cas, c'est lié, c'est lié. Oui. Question suivante, question numéro 8. Alors, Fabrice Boutillot, vous considérez, ça recoupe ce qui a été déjà dit, vous considérez la Première Guerre mondiale de 1914 comme la conclusion d'une guerre civile des puissances européennes entamée avec la Révolution française de 1789. Selon vous, cette guerre aurait, je vous cite, offert une réelle possibilité de refermer enfin la brèche entre la droite et la gauche qui s'était creusée en 1789. Cette guerre mondiale satisfaisait la gauche parce que, je vous cite, c'était une guerre du droit, donc de l'universel, et elle satisfaisait également la droite parce que, je vous cite, cette défense était nationale et relevait désormais par là de son combat pour les valeurs locales, d'où la conciliation entre le besoin d'universel et de local à travers la guerre. Ma question, la nature sublime, je vous cite encore une fois, vous utilisez le mot sublime, Oui, c'est-à-dire force supérieure aux forces humaines. Bon, la nature sublime de l'union sacrée de la gauche et de la droite autour de la défense de la nation française et des nations allemandes et de toutes les autres nations belligérantes. Fut-il, selon vous, l'alternative au centrisme par rejet des extrêmes en vue de concilier la gauche et la droite? oui, oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, et vous l'expliquiez pour la question précédente, c'est que à partir de 1789, vous avez donc cette séparation brutale entre la gauche et la droite qui s'est opérée en France. Et à partir du moment où les révolutionnaires, les contre-révolutionnaires ont commencé à s'empoigner, on n'a pas trouvé de solution, on n'a pas réussi à rétablir une légitimité qui fut acceptée par les deux camps. Donc ça, c'est la situation politique française. Et mon point de vue, qui n'est pas partagé par beaucoup de mes collègues, est que justement, cette situation ne change fondamentalement pas jusqu'en 1914. Et là, je m'inscris en faux contre toutes les thématiques qui sont beaucoup plus répandues que la mienne, toutes ces thématiques qui nous parlent d'un lent enracinement de la République en France au cours du 19e siècle. Je n'y crois absolument pas. Et l'une des démonstrations qui peut en être donnée, c'est justement l'affaire Dreyfus, de voir comment, lors de l'affaire Dreyfus, ce sont précisément les catégories politiques, les fantasmes de l'époque de la Révolution française qui continuent de structurer le champ politique. On a toujours une droite et une gauche qui s'affrontent. C'est vrai de la France, mais vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, cette situation française, elle est devenue peu à peu la situation de tout le continent européen, dans la mesure où, après 89, et avec le relais de Napoléon Ier, les armées françaises ont bouleversé l'équilibre politique de tout le continent à des dates diverses. Le seul pays d'Europe qui a été épargné par cela, c'est justement la Grande-Bretagne. Et il ne faut pas s'étonner que la Grande-Bretagne, justement, ait fini par le Brexit, voyez-vous, parce qu'elle a, depuis la Révolution française, une expérience politique profondément différente de la nôtre. Elle n'a pas connu l'expérience de la Révolution française, alors que celle-ci s'est étendue à tout le reste du continent, et elle n'a pas connu, par voie de conséquence, l'expérience totalitaire. C'est un pays qui est, sur le plan politique, extrêmement différent du reste de l'Europe. Et donc, Monsieur Chang, à mon avis, lorsqu'on arrive en 1914, donc dans aucun pays du continent ne s'est refermé ce schisme entre la gauche et la droite. Et donc, ce qui occupe le tapis de l'histoire politique européenne entre 1789 et 1914, eh bien, c'est la succession des deux seules solutions qui existent pour faire tenir ensemble la gauche et la droite tant qu'on n'a pas retrouvé une légitimité. Et ces solutions, ce sont forcément des centrismes, et il n'y en a que de deux sortes, soit le centrisme par addition des extrêmes, soit le centrisme par exclusion des extrêmes. Et ce que je constate, c'est que vers 1914, à peu près tous les États d'Europe sont gouvernés sur ce mode de centrisme par exclusion des extrêmes. Alors ça vous donne en France la République conservatrice, et ça va vous donner en Espagne
en Italie ce qu'on appelle la monarchie libérale. Ça va vous donner en Allemagne l'empire bismarckien, qui est donc à la fois un régime de nature quand même parlementaire, mais où il n'y a pas de responsabilité du chancelier devant le Reichstag. Et même en Russie, alors que la Russie s'était voulu pendant des décennies la citadelle de la réaction européenne, depuis 1905, vous avez une Douma, et je crois que c'est l'almanach de Gotha qui définissait la Russie comme une monarchie constitutionnelle sous un tsar autocrate, voyez-vous, ce qui est pas mal comme définition. Donc, toute l'Europe est dans cette même situation. Des régimes qui sont des régimes profondément fragiles, parce que justement, il n'y a pas eu vraiment de rétablissement d'une légitimité et qui essayent de tenir sur ce centrisme par exclusion des extrêmes. Et ce qui fait, à mon avis, donc, le lien essentiel entre 1914 et 1789, c'est qu'en 1914, vous allez avoir ce phénomène historiquement extraordinaire qu'on appelle l'union sacrée. C'est-à-dire que à la nouvelle de la déclaration de guerre, dans toutes les puissances continentales qui sont concernées par la guerre, on va assister à une incroyable réconciliation entre la gauche et la droite, alors qu'elles se détestent depuis toujours. Et ça se traduit d'une manière extrêmement spectaculaire. En France, par exemple, nous sommes en République depuis 50 ans, et parce que nous sommes en République, eh bien, il n'y a jamais de ministre de droite. Tous les ministres appartiennent à diverses nuances de la gauche. Lorsqu'on élit un président de la République, les groupes républicains se réunissent pour préparer l'élection et les groupes de droite n'y sont pas invités. La droite est exclue du régime. En Allemagne, la situation est l'inverse. On a un empire et on a donc un parti socialiste qui est gigantesque, qui a 32%, je crois, des sièges au Reichstag, et qui, lui, manifeste son extranéité par rapport à la construction impériale en refusant systématiquement le vote des crédits militaires. En Russie, vous avez une monarchie, une Douma, mais vous savez qu'en 1905, ce choc entre gauche et droite, on l'avait vu lors du Dimanche rouge. Lors du Dimanche rouge, vous cherchez la gauche, c'est pas bien compliqué, elle est en train de marcher vers le palais d'hiver, vous cherchez la droite, c'est pas bien compliqué non plus, c'est la garde du tsar, et elle tire dans le tas. Telle est la situation. 1914, dans ces trois pays qui sont l'essentiel de l'Europe, je rappelle que l'Italie n'entre pas en guerre en 1914, dans ces trois pays, vous allez avoir une fusion incroyable de la gauche et de la droite. Ça se traduit par quoi? Eh bien, en France, pour la première fois, la droite va accepter le régime et ça va se traduire quelques mois plus tard par l'entrée d'un ministre, non pas de droite seulement, mais monarchiste, dans le gouvernement de la République. Ce sera le baron Denis Cochin, qui est un représentant du prétendant. Et à partir de ce moment-là, d'un certain point de vue, même la monarchie renonce à la monarchie. Les monarchistes rentrent dans la République et la République accepte un certain nombre de valeurs de droite. En Allemagne, le phénomène est encore plus incroyable, puisque au moment où la guerre éclate, l'empereur vient au Reichstag, il va être acclamé. Enfin, je ne sais pas s'il vient au Reichstag d'ailleurs, c'est pas ça. Mais ce qui va se passer, c'est que en 1914, donc le chancelier, il va demander qu'on vote des crédits pour pouvoir faire la guerre. Et tous les membres du Reichstag vont voter des crédits de guerre, y compris la gauche, y compris l'extrême gauche, y compris Karl Liebknecht, le futur fondateur du Parti communiste allemand en 1918. Unanimité, comme en France. Et en Russie, vous avez ce qu'on appelle le Dimanche rouge à l'envers, c'est-à-dire une foule qui, à l'endroit même où s'était passé le Dimanche rouge, converge vers le palais d'hiver. Et là, au lieu que la garde tire, eh bien, les fenêtres du balcon central du palais s'ouvrent, le tsar et la tsarine, donc la droite, apparaissent et sont follement acclamés par la foule, fusion là aussi de la gauche et de la droite. D'accord? Donc c'est un phénomène rarissime d'unanimité réelle. Eh bien, alors, vous me posez la question du sublime, justement. Quelle est la dimension sublime, justement, de ce phénomène? Eh bien, effectivement, le sublime est toujours lié à la conscience qu'on a qu'interviennent devant nous et à travers nous des forces qui nous sont
infiniment supérieur. Vous savez, l'exemple canonique est fourni par Kant, hein, c'est peut-être dans la deuxième critique, hein, sauf erreur de ma part, je sais plus, oui, la critique de C'est la la... faculté de juger. Alors, c'est la troisième. Hein, c'est la La troisième. troisième. Donc, il y a une analytique du sublime et l'exemple qu'il donne, c'est celui du ciel étoilé. Je me promène la nuit et je vois ce firmament absolument infini et je m'en sens à la fois écrasé parce que je suis nul, je ne compte pas par rapport à l'immensité de ce monde, mais en même temps, je m'en sens exalté parce que, si nul que je sois, eh bien, je suis quand même capable de conceptualiser cette immensité, voyez-vous. Donc, le sublime se joue là-dessus. Et en fait, il y a un rapport très étroit entre 1914 et 1789, parce que 1789, vous avez à certains égards un sublime de la liberté. Le moment sublime de la Révolution, c'est le moment où justement le contrat social ancien s'effondre et où d'un coup nous sommes absolument libres, croyons-nous, d'en construire un autre, alors que normalement nous ne sommes jamais absolument libres. Nous avons des libertés, mais il est clair que ces libertés sont limitées par un contrat. Alors que là, nous touchons du doigt la nature potentiellement absolue de la liberté humaine. Et face à ce sublime de la liberté, sublime qu'on pourrait qualifier de sublime de gauche, voyez-vous, eh bien, les réalités anciennes s'effondrent. Alors qu'en 1914, vous allez avoir un sublime de l'identité. Bon, car ce qui est incroyable, c'est qu'en 1914, vous allez avoir dans tous ces pays d'Europe des millions de jeunes Européens qui vont accepter de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont français, allemands, russes. Et donc, pourquoi suis-je français? Mais parce que mon père et ma mère l'étaient, que le père et la mère de mon père l'étaient, que le père et la mère de mon grand-père l'étaient. Là aussi, vous avez une infinité. Et c'est ce sublime de l'identité qui surgit en 1914, et de même que le sublime de la liberté avait abattu les réalités locales comme la vieille monarchie française en 1789, en 1914, le sublime de l'identité, il va abattre toutes les forces universelles qui auraient dû s'opposer à cela, et en particulier la troisième, que dis-je la troisième, la deuxième internationale, l'alliance mondiale des partis de l'universel qui réunissait tous les partis socialistes du monde. Et il y a donc, vous le voyez, une sorte de rapport extraordinaire entre l'événement de 1789 qui ouvre ce schisme entre gauche et droite et l'événement de 1914 qui le referme. Sublime de la liberté dans un cas, sublime de l'identité dans un autre, mais ça ne marche évidemment que si vous gagnez la guerre. Si vous gagnez la guerre, eh bien, vous allez bénéficier de cet effet de réconciliation. Si vous la perdez, ces effets-là s'annulent, et c'est ce qui vous explique que en France, comme nous avons gagné la guerre et nous avons été les seuls sur le continent, eh bien, depuis ce moment-là, la République soit aussi légitime dans notre pays qu'avait pu l'être la monarchie avant 1789, alors qu'en Allemagne ou en Russie, on perd la guerre, on perd aussi les bénéfices de cette réconciliation et de la secousse, eh bien, on doit en revenir à la seule recette qui existe pour refaire tenir ensemble une gauche et une droite de nouveau séparées, et on va retrouver cette alternance entre centrisme par exclusion et centrisme par addition, et cette fois-ci, dans les conditions de brutalisation de l'Europe provoquées par la Première Guerre mondiale, eh bien, la forme de ces centrismes par addition, ce ne sera plus bonapartiste, ce seront les totalitarismes. Ouais, merci beaucoup. Juste deux remarques pour compléter vos réponses. Vous avez cité le Frexit et la question de l'union sacrée dans les pays. Rapidement sur l'union sacrée, le KPD, par exemple, a pu voter des crédits de guerre en Allemagne, mais je préciserai juste en France, dans le cas de la France, faire un petit peu du chronique, pourquoi pas. Que se serait-il passé, par exemple, si Jean Jaurès n'avait pas été tué? Eh bien, je Jean pense... Jaurès était opposé à la guerre, donc... Non, non, on a là un mythe, mais absolu. Alors, merci de préciser dans ce cas-là, oui, c'est oui, oui, intéressant. oui, oui. Alors écoutez, je commence de la manière la plus non politiquement correcte qui soit par verser au débat un fait qui m'a toujours beaucoup amusé. Vous savez,
Mussolini devient président du Conseil italien donc en octobre 1922. Ce qui veut dire qu'il y a quelques années, entre 1918 et 1922, où il est déjà un politicien italien important, mais il n'est pas président du Conseil, et donc il a des loisirs. Alors je ne sais plus quand précisément, mais dans cette période-ci, il vient à Paris, Mussolini. Il vient à Paris, et vous savez que Mussolini avait commencé à l'ultra-gauche, hein, bien sûr. Et où croyez-vous qu'il tienne à se rendre à Paris dans son pèlerinage d'après la Première Guerre mondiale? Il se rend au Café du Croissant. Il veut absolument voir l'endroit où Jean Jaurès a été assassiné. Et je trouve ça mirifique. Vous voyez, quand on sait après toutes les reconstructions fantasmatiques qu'on a pu faire en opposant Jaurès et Mussolini. Mais non, l'assassinat de Jean Jaurès n'a aucune espèce d'importance. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut en fait se demander, c'est pourquoi post-mortem, Jean Jaurès a été l'objet d'une espèce de canonisation de gauche. Et en fait, Jaurès a pu avoir cette aura post-mortem parce que son assassinat lui a permis d'échapper à une clarification à laquelle sa gloire posthume n'aurait pas survécu. Car quelle est la question qui, en 14, se pose à tous les hommes de gauche? La question qui se pose à tous les hommes de gauche, elle est celle-ci. Allez-vous accepter ou non de participer à l'union sacrée dans votre propre pays? Et je vous disais qu'effectivement, l'unanimité s'était faite dans les unions sacrées, mais vous avez quand même deux exceptions notables, des exceptions qui ne font pas règle. En Allemagne, il y a pratiquement un militant qui va refuser l'union sacrée. Et son nom n'a aucune importance parce que ce militant étant une femme, dans les conditions du temps, n'est pas un animal politique. Et c'est Rosa Luxembourg. En Russie, vous n'avez pratiquement qu'un militant qui va refuser l'union sacrée. Et ce refus, à l'époque, n'a aucune importance par la raison que ce militant n'est pas en Russie, et c'est Lénine. Bon. Mais partant de ce tout petit reste, pour le dire en termes bibliques, eh bien, vous savez qu'une gauche va se reconstituer, qui va justement considérer comme des traîtres au marxisme, des traîtres aux socialistes, les militants socialistes qui, en 14, ont accepté de marcher dans la combine de l'union sacrée. D'accord. Bon. Eh bien, Jaurès, ce qui fait que après 1914, on va lui attribuer ce statut de quasi-divinité. C'est qu'il a été abattu au moment précis où il allait se joindre à l'union sacrée. Il allait le faire, naturellement. Tous les politiciens français de gauche du temps l'ont fait. Donc Jaurès allait le faire, et c'est parce qu'il a été abattu qu'après la guerre, les deux branches de la gauche ont pu se réclamer de lui. La gauche, qui avait accepté l'union sacrée, s'est mise à crier « Vive Jaurès !» Il aurait participé à l'union sacrée. Et cette gauche-là avait raison. Tandis que la gauche hostile à la guerre disait « Vive Jaurès !» Il n'a pas participé à l'union sacrée. Et de fait, il n'avait pas pu. D'accord? Donc, voilà pourquoi un mythe s'est construit au sujet de Jaurès, mais un mythe que, comme historien, nous sommes payés pour conjecturer. Alors, je voudrais apporter à cela deux précisions, monsieur, si je le peux. C'est-à-dire que le parcours de Jaurès, il est également très intéressant par rapport aux taxonomies que nous essayons de poser en début de travail entre justement extrémisme, radicalisme et opportunisme. Jaurès, pendant la majeure partie de sa carrière finalement, il occupe une position qu'on pourrait appeler de radical. C'est-à-dire, le radical, c'est celui qui justement proclame des valeurs de gauche fortes, mais sans jamais recourir à la violence. Jaurès est un radical, ça veut dire qu'il n'a jamais été un révolutionnaire. Et donc, le destin de tout radical est un jour d'arriver au gouvernement, et quand il est au gouvernement, il y devient opportuniste. Or, le moment précis de la bascule du Parti socialiste français auquel appartient Jaurès, et qui va transformer ce Parti socialiste de parti radical en parti opportuniste, c'est le moment où ces gens-là acceptent de rentrer dans l'union sacrée. Et la chance, j'allais dire, la chance imméritée de Jaurès, c'est justement d'avoir pu échapper
à cette clarification grâce à son assassin. Bon. Alors, quand je dis ça à propos de Jaurès, je suis cruel. Bon, simplement, pour atténuer ou donner un autre éclairage à ce que je veux dire, je voudrais reprendre ici une analyse qui est d'un historien dont j'ai oublié le nom, mais qui me paraît très juste. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en 1917, à peu près dans tous les pays d'Europe, à l'intérieur même des nuances des partis socialistes qui avaient accepté de tremper dans la combine de l'union sacrée. Vous allez avoir des leaders particulièrement importants qui, rendus en 17, se disent que cette guerre est une folie et qui vont essayer de s'opposer à sa continuation. Ils ne sont pas bolcheviques, entre autres parce qu'ils sont la plupart du temps authentiquement démocrates, vous voyez, mais ils se disent ça ne peut plus durer, il faut mettre un terme au carnage et ça les rapproche de certaines positions bolcheviques. Et en Allemagne, ça va aboutir à une scission du Parti socialiste et il va se créer un parti qu'on appelle Unabhängige Sozialiste, donc le Parti socialiste indépendant allemand. Et ce parti socialiste indépendant allemand, il est, si vous le voulez, entre le Parti socialiste et ce qui sera plus tard le Parti communiste allemand. Et donc l'auteur dont je ne sais plus qui il est, mais il a sur ce point parfaitement raison. L'auteur disait que fort probablement, c'est sur des positions comparables qu'on aurait retrouvé Jaurès si, en 1917, il avait encore été en vie. Vous voyez, en 1914, il a eu la chance d'être abattu, parce qu'autrement, il serait devenu ministre des munitions dans un cabinet d'union sacrée. Vous voyez. Mais on peut lui faire ce crédit que, ne fût-ce que par opportunisme, en 1917, il se s'est retrouvé sur ses positions hostiles à la continuation de la guerre. J'ai été clair ? Oui, ce serait très intéressant de voir justement d'autres historiens parler de la question de Jaurès ou sur sa position par rapport à la guerre. C'est vraiment très intéressant. Votre affirmation sur Jaurès vaut la peine d'être poursuivie, justement. Et puis aussi de voir exactement les distinctions entre les nuances sur la question de la guerre à gauche en fonction du contexte historique. 14-17, ce sont deux critères de curseur historique qui montrent qu'il n'est pas possible de définir une position hors de l'histoire. Donc c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire. Alors justement, le culte de Jaurès se développe dans la négation absolue de l'histoire. Je voudrais d'ailleurs ajouter un souvenir. Je me souviens que par hasard, j'avais écouté une émission de radio sur Léon Blum, à laquelle participait, je crois, Jean Lacouture, parce qu'il avait consacré une biographie à Blum. Et j'avais été extrêmement agacé du parallèle qu'il traçait entre Blum et Lénine. Je m'entends vous dire que ma sympathie pour Lénine est vraiment tout à fait limitée. Mais je trouvais le propos de Jean Lacouture extrêmement contestable parce que Jean Lacouture disait que Blum était l'homme qui n'avait jamais choisi la violence, qui n'avait jamais choisi la guerre, alors que le bolchevisme choisissait la violence et la guerre. Sauf erreur de ma part. En 1914, Blum, il est du côté qui aurait été le côté de Jaurès, il est du côté de l'union sacrée, il est du côté de la guerre, alors que Lénine, à ce moment-là, il est du côté du refus de la guerre. Il me semble que la simple honnêteté oblige à le dire. Oui, j'imagine qu'à la couture, juger Blum à l'aune du contexte des années 30, et pas du tout à l'aune de 1914. Donc c'est une vision partielle que la couture avait de... Tout à fait. Et c'est précisément ce que je lui reproche. Je veux dire, Blum, il a été comme tout le monde, je veux dire, dans le devenir. Oui, c'est vrai. Et pour deuxième remarque rapide, mais c'est vraiment intéressant de développer l'apport historique, l'approche historique de ces questions philosophiques. Donc, merci beaucoup. Vous avez cité le Frexit comme l'exemple selon lequel l'Angleterre sera un cas à part dans l'organisation des idées politiques, on va dire. Donc, il serait hors de l'opposition binaire et fratricide, on va dire, entre gauche et droite. C'est intéressant de voir que d'un côté, les politologues considèrent le système politique anglais comme un système binaire, dans lequel le scrutin à un tour oblige les partis à choisir une position, ce qui donne l'impression vraiment d'une position claire gauche-droite. Et en même temps, si vous regardez les résultats du Frexit, c'est vrai que dans chaque parti, donc travailliste et conservateur, pour prendre les deux partis principaux, il y avait toujours des pros et des anti-Frexit. Du côté des travaillistes, il y avait Jeremy Corbyn qui était pour le maintien, contre la sortie, alors que la majorité des unionistes
des syndicalistes étaient pour la sortie parce que pour eux, c'était un système néolibéral qui sacrifiait en fait les intérêts des ouvriers. Et du côté conservateur, il y avait évidemment Cameron qui était contre la sortie, puisque c'est lui qui avait lancé le référendum avec la certitude que le résultat serait non, un peu comme Chirac en 97 lorsqu'il a dissous une assemblée, alors que Farage, qui était donc l'UKIP, qui était pour la sortie du Frexit, représente une position conservatrice qui était pour la sortie du Frexit, la sortie de l'Union européenne. Donc il y avait des deux côtés des partis, du pour et du contre, ce qui montre que les positionnements politiques en Angleterre sont beaucoup plus nuancés et pas du tout aussi strictement séparés entre gauche et droite qu'en France et dans les autres partis. Ouais. Alors effectivement, donc je maintiens ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moins depuis la Révolution française, l'Angleterre a largué les amarres de l'Europe. Bon, et c'est donc une expérience politique tout à fait étonnante, fascinante et exotique. Pour autant, l'histoire anglaise ne commence pas en 1789 et justement l'une des premières révolutions européennes a été la révolution anglaise et on a tranché le cou du roi Charles Ier. Ce qui fait que ces valeurs de gauche et de droite, ce sont aussi des valeurs qui disent quelque chose à l'Angleterre, donc on ne peut pas laisser ça on ne peut pas prétendre, du moins, qu'elle est immune, vous voyez, de ces catégories. C'est aussi valable chez elle, mais effectivement, depuis 1789, ça a pris des formes extrêmement différentes. En tout cas, elle a une histoire politique qui n'a pas été marquée par la Révolution française et elle a échappé à l'expérience totalitaire, alors que tous les autres États du continent européen ont subi cela. J'ajoute autre chose, c'est que après la Révolution anglaise, la Grande-Bretagne, elle a connu aussi une situation de légitimité contestée, puisque d'une part, vous allez avoir donc une dynastie protestante qui s'installe au pouvoir, mais la dynastie ancienne catholique des Stuarts, elle continue d'être représentée, d'avoir des soutiens, il va y avoir des guerres, des batailles, même au XVIIIe siècle encore, et l'une des chances de l'histoire anglaise, c'est que précisément la querelle anglaise sur la légitimité s'éteint au moment précis où la nôtre s'allume. Nous, c'est à partir de 1789 que ça commence, et sauf erreur de ma part, c'est en 1809 que le dernier représentant de la maison des Stuarts, qui était d'ailleurs cardinal doyen du Sacré Collège, qu'on appelait Henri IX d'York, eh bien, meurt. Et il meurt sans descendance, puisqu'il était cardinal, et avec lui, finalement, disparaît aussi cette querelle de légitimité. Et c'est assez fascinant, finalement, de trouver en Angleterre à la fois une grande différence par rapport à notre histoire, et puis aussi une proximité de ces mêmes phénomènes, vous voyez, de reconstitution de l'unité, de défaisance, etc. etc. Oui, le comte d'York serait l'équivalent du comte de Chambord en France, qui a fermé la parenthèse anti-révolutionnaire de la droite française. Oui, oui. Enfin, anti-révolutionnaire, oui, mais si on peut le dire comme ça. En tout cas, le retour à l'ancienne n'est plus possible après. Oui, c'est ça. Qui est fermé, en fait, qui est clôturé, on va dire, le référent monarchiste de. Absolument. En revanche, à peine est-il mort que va surgir, eh bien, bon, le boulanger, et puis plus tard, l'Action française. Et l'Action française prétendra être monarchiste alors qu'il n'y a plus la matière. Oui, le courant qui va amener jusqu'à Maurras, etc., oui. Au cours du XXe siècle. Oui, oui. Voilà, c'était donc une grande parenthèse faite à la question 8, mais qui valait la peine d'être faite pour préciser, montrer combien l'histoire est importante pour penser correctement le théâtre gauche-droite. La question 9, et avant-dernière question. Vous prétendez, Fabrice Boutillon, que la conciliation entre gauche et droite par la guerre de 14 n'a été possible que pour les États vainqueurs. Vous avez précisé ça il y a quelque temps, on va y revenir. Donc, les États satisfaits de la situation, tandis que les États insatisfaits, c'est-à-dire les États défaits pendant la Première Guerre mondiale ou instables, là je pense à l'Italie, dans l'après-guerre, c'est-à-dire Allemagne, Russie, Italie qui va être insatisfaite par les résultats des traités d'après-guerre, ont tous produit dans ces pays un centre par addition des extrêmes. Ce sera le national-socialisme en Allemagne, le socialisme national avec Staline, on va dire, et le fascisme de Mussolini,
avant de déboucher sur des régimes que plus tard, en fait, le terme de Hannah Arendt sera utilisé pour les caractériser comme des régimes totalitaires. Ma question, la différence entre les deux centrismes, par addition ou par rejet des extrêmes, est-elle, selon vous, une différence entre une politique de type ni gauche ni droite, qui résumerait plus ou moins le centrisme par rejet des extrêmes, et une politique de gauche de type gauche et droite, qui serait le centrisme par addition des extrêmes? Quel est votre point de vue? Oui, tout à fait. J'ai même envie de vous répondre simplement en disant oui. Parce que ça me paraît aller de soi. Effectivement, exclusion des extrêmes. Donc, effectivement, vous avez ni gauche ni droite. Et puis, addition des extrêmes, gauche et droite, en effet. Oui, ça me paraît aller de soi. Donc ça montre qu'en même temps, ces appellations sont plus ou moins abstraites, puisque quand on prend l'exemple, par exemple, du gouvernement républicain conservateur, libéral conservateur, pardon, de Émile Ollivier, c'était un gouvernement qui prenait à gauche et à droite des positions qui n'étaient pas extrêmes, mais qui étaient encore de gauche et de droite. Donc quand on entend ni de gauche ni de droite, on dirait plutôt ni d'extrême gauche ni d'extrême droite. Oui, je pense que ça après on peut raffiner, sans compter que le slogan « ni gauche ni droite » a aussi été un slogan du préfascisme. Vous voyez donc cette différence entre centrisme par exclusion, donc ni gauche ni droite, et centrisme par addition, gauche et droite, ce qui prouve en fait qu'elle a une validité qui est quand même forte, c'est qu'on peut la repérer dans l'expérience politique romaine. Et à cet égard-là, il n'est pas du tout indifférent que Napoléon Bonaparte se soit fait proclamer empereur et qu'au XIXe siècle, on ait employé le terme de césarisme pour qualifier le bonapartisme. Et ça n'est pas non plus par hasard que lorsque le centrisme par addition des extrêmes est réapparu au XXe siècle en Europe, eh bien, il est pris une forme impériale dans le Troisième Reich, dans l'empire italien que Mussolini a tenu à proclamer en 1936 après la conquête de l'Éthiopie, et dans la forme évidemment impériale du pouvoir stalinien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, ce qui est extrêmement frappant, c'est que le bonapartisme se propose comme la solution à une guerre civile entre gauche et droite. Il va proposer une solution par addition des extrêmes. Bon. Or, à partir en gros de l'assassinat des Gracques, donc vers 133, sauf erreur de ma part, 133 avant Jésus-Christ. La vie politique romaine, elle est une guerre civile ouverte ou larvée entre deux partis qu'on appelle les populares et les optimates, les populaires, les démocrates, et les optimates, c'est-à-dire les aristocrates. La démocratie, le peuple d'une part, les aristocrates, c'est-à-dire les distinctions même de la Révolution française, où on chantait les aristocrates à la lanterne, et puisque ce sont les distinctions de la Révolution française, ce sont aussi fondamentalement la gauche et la droite. Or, ce qui me frappe depuis quelques années, depuis justement que j'ai écrit ce livre sur Bonaparte, c'est que quand vous regardez les deux façons dont la politique romaine a essayé de venir à bout de cette guerre civile entre les populares et les optimates, vous retrouvez déjà le centrisme par exclusion des extrêmes de type orléanisme et le centrisme par addition des extrêmes de type bonapartisme. C'est quoi dans la République romaine finissante l'orléanisme, c'est-à-dire le refus et de la monarchie et de la démocratie populaire? Eh bien, c'est ce que Cicéron appelle le consensus bonorum omnium. On pourrait dire ça la réunion de tous les gens de bien. Et c'est quoi les gens de bien? Ce sont les sénateurs et la couche supérieure de la plèbe, c'est-à-dire les chevaliers. Ces gens-là, les élites de l'argent. Et ce sont précisément celles auxquelles s'adressera la sensibilité orléaniste au XIXe siècle. Et le but pour Cicéron est d'empêcher les deux dangers, et bien du tribunicia populaire déchaîné du type Claudius, et d'autre part de la
dictature du type César. Et c'est Cicéron qui incarne cela. Alors que, évidemment, de l'autre côté, vous avez précisément César, et l'autre solution, c'est le césarisme. Et le césarisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'alliance entre la dictature d'un homme et le plébiscite, parce qu'on appelle le plébiscite parce que ça a été inventé par et pour la plèbe romaine. Donc, je suis extrêmement frappé de voir à quel point, sur les 2000 ans de l'histoire occidentale, à la même question, finalement, on a apporté les mêmes réponses. Et il me semble qu'il y a là une raison profonde pour effectivement essayer de penser l'intégralité de cette histoire de l'Occident en partant de nos racines antiques et en allant jusqu'à notre actualité. Oui, votre réponse complète parfaitement ce que justement Philippe Fabry et Léo Portal disent dans leur ouvrage, la distinction entre populares et optimates, et son dépassement par le césarisme. Le césarisme, on peut dire que ce serait le résultat d'une situation politique de Rome de l'époque où il y avait un manque de stabilité dans les relations politiques et où le centre de gravité n'était pas posé. Et lorsqu'il manque un centre de gravité dans un spectre politique, les extrêmes se rejoignent. C'est plus ou moins la thèse de Fabry et Portal qui justifierait ce que vous appelez le centrisme par addition des extrêmes qui a été obtenu par César. C'est vraiment intéressant de votre référence parce que cette référence, je conseille d'ailleurs aux spectateurs de visiter un site sur YouTube qui s'appelle Bataille de l'Histoire, qui est vraiment un site très très bien fait, passionnant, avec des cartes, avec des images très dynamiques et qui est fait pour reconstituer les grandes étapes de l'histoire de Rome, de la Révolution française, etc. Je mettrai un lien dans la vidéo plus tard. Et c'est intéressant de votre référence parce que avant que César n'arrive au pouvoir en tant qu'empereur, avant de restituer donc l'Empire romain après la République, il y avait en face de lui 3 personnages principaux. Cicéron, vous l'avez dit, qui lui soutenait le Sénat contre les extrêmes, les excès, on va dire, de la politique plébéienne. Et il y avait aussi Pompée qui était le représentant du Sénat, et Crassus. Donc Crassus, pardon, qui était le représentant du Sénat, et Pompée qui était général. Donc on retrouve ici des positions entre le militaire, on va dire, le politicien professionnel, et puis César qui va chercher plus ou moins en fait à combiner l'armée avec le Sénat, puisque avec Machiavel va bien dire que le seul moyen d'accéder au pouvoir sur Rome, c'est d'avoir l'appui de l'armée et du Sénat en même temps. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point César aurait réussi à combiner l'armée et le Sénat en outrepassant le centrisme par rejet des extrêmes de Pompée et pour satisfaire le centrisme par rejet des extrêmes, par addition pardon des extrêmes. Mais vous avez sûrement mesuré ce que je viens de dire. C'est vrai, mais ceci dit, ce que dit Machiavel me paraît plus juste pour le fonctionnement même de l'Empire romain que pour la sortie de la crise qui a duré, comme chez nous, plus d'un siècle, de guerre civile. C'est-à-dire qu'effectivement, sous l'Empire romain, quand un empereur meurt et qu'un autre prend le pouvoir, son pouvoir n'est solide que s'il arrive à avoir avec lui l'armée et le Sénat. Ça, c'est juste. Mais pour sortir de la crise dans laquelle Rome s'engage en gros après les guerres puniques, voyez-vous, pour sortir de la crise, les 2 solutions possibles ne sont pas celles-là. C'est soit effectivement un gouvernement, donc moi je dis finalement de type orléaniste, où on va exclure et la dictature et la démocratie plébiscitaire, et ça c'est Cicéron, ou alors c'est l'addition des extrêmes, dictature plus démocratie, mais ça se fait aux dépens du Sénat. Et je rappelle que l'un des plus grands historiens de cette guerre civile romaine, c'est Sir Ronald Syme. Vous voyez, c'est un historien d'origine néo-zélandaise et que la reine d'Angleterre a fini par anoblir. Sir Ronald Syme, il a publié un livre absolument magnifique en 1939 qui s'appelle « La Révolution romaine » et dans laquelle il explique que justement la guerre civile romaine, c'est essentiellement l'histoire de la décadence de ces grandes maisons optimates, aristocratiques, qui avaient fait la grandeur de la République. Mais justement, elles ne se relèveront pas de cette alliance entre la dictature et l'armée, la plèbe, la démocratie plébiscitaire. Oui, c'est intéressant en tout cas de faire un lien entre Rome et votre réflexion sur Bonaparte, faire une réflexion entre Bonaparte et le césarisme, qui est vraiment la référence historique utilisée par Napoléon, évidemment. Oui. On peut le comprendre un peu mieux parce que c'est un local, on va dire, un italien,
Mais Oui, oui, avec le... naturellement. Mais et c'est une dimension à laquelle je suis de plus en plus sensible. Quand je réfléchis à tout ça, enfin, je m'aperçois que chez les trois grands totalitaires, hein, Mussolini, Hitler et Staline, il y a justement cette dimension méridionale. Alors pour Mussolini, je passe, mais c'est Bag Montefiore qui souligne que Staline est géorgien et que la Géorgie, c'est la Méditerranée de la Russie, vous voyez. Et quant à Hitler, eh ben, il n'est pas de Hambourg, il n'est pas de Hambourg, hein. Il est autrichien, et l'Autriche, c'est quand même la forme la plus méridionale de l'Allemagne. Donc il y a là tout un champ de recherche qui n'a, à mon avis, pas encore été assez exploré. Mhm, mhm. C'est un petit géoculture, on va dire. Oui, c'est vraiment des parties intéressantes à travailler pour penser à la gauche et à la droite. Oui. Ouais. On en arrive à la dernière question, Fabrice Boutillon. La question finale. Très bien. Plus contemporaine pour mettre en perspective votre thèse des deux centres, on va dire. Alors, en dépit ce qu'on appelle le barrage républicain, pour parler de la politique française, qui a été choisi au second tour des élections présidentielles par les appareils politiques d'en haut, c'est-à-dire le PS, LR, EELV, le PCF également, etc. Le premier tour des récentes élections présidentielles françaises n'aurait-il pas illustré votre théorie des deux centres à travers le vote d'en bas, c'est-à-dire qui votait en fait avant tout pour ce qu'on appelle les extrêmes, et la reconfiguration de l'espace politique français sous la forme de deux grands blocs. Là, je fais référence aux travaux de Jérôme Sainte-Marie, qui a écrit un ouvrage appelé Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme. Donc, il y aurait deux blocs. On appellerait d'un côté un centre par rejet des extrêmes, ce qu'on appellerait aussi le bloc élitaire, qui a rejoint plus ou moins à partir de 20h01 ou 20h20, on va dire le 24 avril, le 10 avril, pardon, le bloc élitaire, donc LREM, LR, EELV et le PS, et qu'on opposerait à un centre par addition des extrêmes, qu'on pourrait appeler le bloc élitaire, c'est-à-dire les électeurs de LFI et les électeurs de RN, malgré l'absence de réunion, on va dire, des deux partis pour le vote du second tour. Oui. Donc, quel est votre avis sur le résultat récent des élections présidentielles et votre thèse des deux centres? Eh bien, en tout cas, ce qui me paraît clair, c'est qu'il y a un centre dont l'existence est absolument indéniable en France à l'heure actuelle, et c'est effectivement le centrisme par exclusion des extrêmes. Et on dit bloc élitaire, pourquoi pas? Bon, je trouve que c'est faire beaucoup d'honneur à LR, à 2ELV, au PS, que de les nommer à côté de La République en marche. En vous entendant parler, je songeais à ces plaisants qui disaient de la Confédération de l'Allemagne du Nord, fondée par Bismarck après la bataille de Sadova, où il avait aggloméré à la Prusse, vous savez, toutes sortes de petits États allemands microscopiques, que c'était la Confédération d'un chien avec ses puces. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a, la République en marche et puis quelques aromates. Vous voyez, la réalité, c'est un centrisme par exclusion des extrêmes, élitaire, oui, je pense que c'est très juste sur le plan social. Au bourgeois aussi, on parle de Oui, bloc bien sûr, bourgeois. et qui est fondamentalement macroniste, vous voyez, c'est ça la vérité, ça c'est vrai, c'est vrai. En revanche, est-ce qu'il y a un centre par addition des extrêmes ou un bloc populaire? Eh bien moi, je n'en suis pas persuadé. Je n'en suis pas persuadé parce que justement, il n'y a pas de bloc populaire. Il n'y a pas de bloc populaire. Il y a un électorat de Marine Le Pen et il y a un électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et je ne les vois pas, justement, je ne les vois pas du tout se fondre. Ce pourquoi, oui, je vois un centre, oui, je vois une gauche également autour de Jean-Luc Mélenchon, ça me paraît clair, mais on en revient effectivement à une question par laquelle on avait commencé, qui est celle de la nature précise du Rassemblement national, quel que soit le nom qu'il porte, hein, de la sensibilité lepéniste. Et je constate que ce n'est pas une réponse facile à donner. Si j'essaie d'y réfléchir, monsieur, je dirais que justement, si un centrisme par addition des extrêmes peut naître, il pourrait naître sans doute du Front National. Autour du Front National, parce que le Front National se réclame quand même de certaines valeurs identitaires qui sont locales, en effet, mais d'autre part, effectivement, c'est aussi un parti anti
élite. Et là, il y a dans le discours du Front National une dimension qui est effectivement une dimension démocratique, populaire. Donc, moi, je ne crois pas, pour être clair, qu'il y ait un bloc populaire qui serait composé par l'addition de la France insoumise ou le Rassemblement national. Non, ce sont deux formations différentes et je crois que dans la France insoumise, il y a la gauche, essentiellement. En revanche, le Front National porte des valeurs qui ne sont pas toutes des valeurs de droite. La preuve en étant le surgissement de la sensibilité incarnée par Éric Zemmour, qui, elle, me paraît être effectivement beaucoup plus exclusivement de droite. Sauf que à l'heure actuelle, eh bien justement, l'attraction du lepénisme n'arrive pas à s'exercer sur justement le bloc de la France insoumise. J'ai l'impression que c'est quand même assez marginal, les anciens électeurs de la France insoumise qui se sont mis à voter pour Marine Le Pen au second tour. C'est peut-être plus large si on prend en compte les électeurs de Mélenchon qui se sont abstenus de voter pour Macron. Vous voyez. Mais bon. Oui, c'est vrai qu'entre LFI et RN, il existe encore des incompatibilités qui empêchent ces deux partis de fusionner dans un bloc, on va dire un bloc populaire, malgré malgré la partie du nord de la France qui vote pour RN et qui est beaucoup plus sociologiquement proche des électeurs de LFI. Ah, je ne vous entends plus. Je vous vois, mais je ne vous entends plus, Monsieur Chang. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je recommence à vous entendre. Bon, d'accord. Donc, je vais m'arranger pour couper au montage la partie qui est inutile et je reprendrai la partie. Ça, c'est la connexion qui est instable. Donc, ne vous inquiétez pas. La vidéo va bientôt s'arrêter, mais je couperai là où il faut. Donc, je disais qu'il y a une différence entre, évidemment, l'électorat du RN qui vient du Nord, qui est beaucoup plus proche des électorats sociologiquement de l'EFI, par opposition à l'électorat RN de PACA, et qui votait déjà pour Le Pen dans les années 90 et qui est beaucoup plus de la sociologie bourgeoise ou rentière, on va dire, et très différent du Nord. Donc, il y a peut-être une autre question qui pourrait fédérer et créer un bloc populaire en France, mais qui doit sortir de l'ornière LFI et RN. C'est la question fédératrice de la souveraineté et qui est complètement passée absente, inaperçue de l'élection 2022 en France. J'en veux pour preuve l'absence parmi les candidats aux élections présidentielles des candidats souverainistes, on dirait, qui étaient donc Florian Philippot, Georges Koumanovitch de République souveraine et qui lui est un souverainiste de gauche, si on veut utiliser encore une fois les termes gauche-droite, et puis François Asselineau de l'UPR qui aussi n'a pas obtenu les 500 parrainages suffisants pour pouvoir se présenter aux élections. Donc c'est vrai que aussi longtemps que LFI et FN resteront des partis incompatibles, il sera impossible d'imaginer un bloc populaire. Du moins, c'est une position qui aujourd'hui considérait le souverainisme comme l'élément indispensable pour créer un bloc populaire et donc par addition des extrêmes. Tout à fait. C'est-à-dire que, pour apporter de précision, il me semble que Éric Zemmour était quand même assez largement un candidat souverainiste. J'ai l'impression. Vous n'en êtes pas sûr, Monsieur Chang? Pas si sûr, parce que sa position sur l'Europe, par exemple, et nous restons de l'Union européenne. Donc, c'est peut-être une différence par rapport aux effectivement, vous traduisez le souverainisme par la volonté de sortir de l'Union européenne, en effet. Oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai l'impression que dans ces partis-là, tels qu'on les voit en France, le seul qui soit susceptible d'une mutation de son identité, parce qu'il en a déjà connu une, en fait, à certains égards, c'est le Front National ou le Rassemblement national. Vous voyez, parce que justement, il a toute cette identité de droite, mais il a des thématiques qui sont des thématiques populaires, qui viennent de la gauche, et effectivement, ce dosage est instable, et il a, de ce point de vue-là, à la fois une faiblesse, mais aussi une possibilité d'ouverture que les autres n'ont pas. Donc, si on devait voir naître en France, en effet, un centrisme par
addition, non pas par l'exclusion des extrêmes, j'ai l'impression que c'est lui qui pourrait emporter, emporter la possibilité. Lui, et non pas, effectivement, Éric Zemmour. Et de ce point de vue-là, la manière qu'on a eue de rabattre Éric Zemmour sur le nazisme est grotesque, puisque, justement, chez Éric Zemmour, je ne vois rien qui n'appartienne pas à la droite, alors que dans ma vision des choses, justement, pour être nazi, fasciste ou tout ce qu'on veut, ben, il faut qu'il y ait de la droite et autre chose. Et autre chose. Et ça, c'est quand même moins éloigné de l'identité du Rassemblement national que de celle du parti zemmourien, je crois. Oui, d'ailleurs, Zemmour est beaucoup plus proche de l'ENPR, par exemple, sur les questions économiques, puisqu'il défend un libéralisme, en fait, clairement, enfin, un libéralisme un national-libéralisme ou un national-conservatisme libéral, qui était beaucoup plus proche de la position de l'ENPR sur les questions économiques, de type poujadiste ou même réganien, on va dire. Alors que Marine Le Pen défend beaucoup plus l'intervention de l'État dans la partie économique du programme du RN. Et d'ailleurs, ce que vous dites confirme, c'est vrai que ce que vous dites est confirmé par l'histoire récente du FN, puisque qui a introduit de plus en plus de questions de gauche à l'intérieur du parti de Marine Le Pen, bah, c'était justement Florian Philippot, qui était la caution économique du FN, et qui vient d'où? Bah, du mouvement des citoyens, du MDC, de Jean-Pierre Chevènement. Ah oui, donc c'est intéressant, oui, effectivement. C'est la preuve que le parti du FN aujourd'hui serait plus ou moins en fait le conglomérat d'idées issues de la droite et de la gauche, avec Philippot. Simplement, Philippot est sorti du parti, Marine Le Pen a repris les commandes, et aussi longtemps que le mot Le Pen restera associé au FN, il est possible que les gens, enfin, les classes populaires sociologiquement, auront toujours en fait, de l'urticaire à voter pour un parti qui contient le nom Le Pen, peut-être. Oui. Mais ça, des questions psychologiques que rationnelles. Oui, c'est vrai. En même temps, ces choses-là peuvent changer, parce que ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'au cours de la campagne électorale, j'allais dire, la machine à diaboliser a beaucoup plus visé Éric Zemmour qu'elle n'a visé Marine Le Pen. On en était pratiquement à nous vendre Marine Le Pen comme je ne sais pas trop, pratiquement une douce centriste. Vous voyez, elle aussi. C'est seulement une fois qu'Éric Zemmour a été hors de course que la machine à diabolisation s'est remise à moudre du Le Penisme. Donc ça peut changer. Et puis aussi, une question que je nous pose, c'est celle des conséquences que peut avoir la dimension dynastique dans le front national, parce qu'effectivement, il y a au moins déjà 2 générations à la tête d'un parti, ce qui n'est pas très fréquent en France. On ne sait pas ce que sera le devenir de Marion Maréchal Le Pen, mais bon, elle peut incarner une 3e génération, on ne sait pas. Or, le fait que cette dynastie s'enracine peut aussi finir par modifier son image, je ne sais pas. En tout cas, ce phénomène dynastique est tout à fait digne d'être pointé, hein, il n'est pas si fréquent. Sans oublier les tensions entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen, ça tente, parce qu'il y a quand même des tensions entre les deux. Et puis aussi, Marion Maréchal Le Pen est beaucoup plus proche de Zemmour, du moins actuellement, et serait censé prendre la place de, je ne sais plus comment il s'appelle, Jordan Bardella, je crois, celui qui est censé suivre le porte-parole du RN actuellement. Et aussi, elle est proche de Reconquête, le parti de Zemmour. Donc, à savoir si elle va suivre Reconquête ou va reprendre en interne le parti l'ex-Front National, ça c'est une question qui reste ouverte, qui ne nous intéresse pas en particulier, mais qui est intéressante pour imaginer ou penser le futur d'un possible centrisme par addition des extrêmes dans l'espace politique français, en tout cas, pour les 20 années qui viennent, pourquoi pas. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas, Fabrice Boutillon, pour toutes ces réponses très très riches. Vraiment, votre rapport historique a été essentiel pour mettre en perspective des questions plus philosophiques, plus abstraites. Donc, merci, un énorme merci à vous. Je précise encore une fois aussi que sur les questions du centre, la théorie des 2 centres que vous défendez, il y a peut-être 2 sites, 2 émissions qui sont disponibles sur YouTube et qui pourraient parfaire, on va dire, la réflexion des spectateurs sur la question. Le premier document, c'est sur l'extrême centre avec Pierre Cernat, qui avait donc été interrogé dans le média. Là, j'ai indiqué le lien YouTube et c'est intéressant, ça dure 2 minutes à peu près. Et puis encore, sur la théorie des 2 centres défendue par vous-même, Fabrice Boutillon, j'ai indiqué ici donc, le lien de l'émission Ce soir ou jamais, qui était une émission diffusée en 2012 à l'orée des élections où François Hollande va devenir président et qui mettait à l'époque en évidence la poussée d'un centrisme de Bayrou
qui donc était l'illustration d'un centrisme par rejet des extrêmes à l'époque, bien différent du centrisme que nous avons évoqué de la question numéro 10 ici. Voilà. Donc ce sont deux vidéos qui permettront en fait de parfaire un petit peu les réflexions et qui vous permettront, spectateurs, de mieux connaître en fait vos travaux, Fabrice Boutillon, même si évidemment lire votre livre sera bien plus riche pour comprendre votre théorie des deux centres. Voilà. Je précise encore une fois qu'en automne 2022 va sortir dans le Philosophoire, revue de philosophie, un numéro spécial consacré au clivage gauche-droite, qui malheureusement ne contiendra pas un article de Fabrice Boutillon, mais en tout cas, nous espérons vraiment que vous allez participer très vite à la partie écrite, on va dire, des réflexions sur ce clivage pour essayer d'améliorer notre compréhension et surtout sortir des manipulations rhétoriques de ce clivage. Voilà, c'est l'objectif, en tout cas, de notre projet. Merci beaucoup encore une fois. Je donne rendez-vous aux spectateurs donc, pour le 7e entretien qui sera avec le théoricien du discours et linguiste Patrick Charotto. Merci encore beaucoup Fabrice Boutillon et à bientôt. À bientôt, cher monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous pouvez couper donc l'enregistrement. Oui, je le fais. Quitter la réunion.